En tant que psychologue clinicien, ayant travaillé une vingtaine d'années en milieu hospitalier, j'ai bien sûr été au contact de ce que j'appellerais le côté jardin des enfants. Les enseignants voient plutôt le côté cours. Nous, en voyant le côté jardin, on entend leurs émotions, leurs sensibilités, leurs difficultés parfois à apprendre. Beaucoup d'enfants viennent pour des difficultés d'apprentissage. On voit également leurs difficultés à se motiver pour la matière scolaire. Et en même temps, on interroge leurs sensibilités, leurs rêves, leurs peurs, leurs fantasmes. Et Dieu sait si l'animal joue un rôle très important dans cette vie fantasmatique de l'enfant. Et c'est là, vraiment, on apprend beaucoup à leur contact par rapport à cet univers qui les habite. Et on comprend mieux la nature de l'empathie intuitive, instinctive, assez originelle qui les unit à cet univers de l'animal. De l'autre côté, j'ai également travaillé, et je travaille toujours actuellement, dans le milieu des enseignants. Et je me suis souvent un peu désolée que le volet du monde animal ne soit pas plus pris en compte dans les apprentissages, dans la connaissance de ce règne qui nous interpelle et qui est souvent trop étudié comme un objet d'étude et très peu comme le sujet d'une vie. J'y reviendrai tout à l'heure. Et alors qu'il y aurait des ressources extraordinaires à mobiliser pour interpeller les enfants, pour leur donner aussi envie d'étudier la vie, pas seulement les mécanismes de la biologie, mais étudier la vie en tant que continuum de conscience, d'intelligence, de cognition, qui se déroule finalement des formes les plus élémentaires de la vie jusqu'aux capacités humaines. Et en ce sens, il y aurait encore beaucoup à faire, mais on y reviendra tout à l'heure. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, qui est donc quelle place pour l'animal dans l'éducation, et ce qui reviendrait presque à dire quelle place pour l'empathie envers l'animal dans l'éducation. Je commencerai par une citation que je trouve extrêmement, qui nous pose au cœur du sujet. C'est une citation de Milan Kundera, extraite de L'insoutenable légèreté de l'être. La vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l'humanité, le plus radical, celui qui se situe à un niveau si profond qu'il échappe à notre regard, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Et c'est ici que s'est produite la faillite fondamentale de l'homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent. Dès lors, on peut se demander s'il ne serait pas souhaitable de cultiver en chacun des enfants, et particulièrement lors de leur passage à l'adolescence, une conscience accrue de leur responsabilité éthique envers le vivant, et de cultiver des valeurs de respect et d'empathie qui leur sont naturelles au départ, mais qu'il s'agirait de conduire vers une plus grande conscience morale, y compris dans l'âge adulte. D'autant plus que les animaux sont de plus en plus reconnus, avec les recherches actuelles, comme des êtres sensibles, dont les capacités cognitives et émotionnelles nous interpellent de plus en plus profondément. Et quel serait l'intérêt d'une telle démarche dans l'éducation et selon quelle modalité? On peut rappeler que dans les missions de l'école, il y a bien sûr l'acquisition de savoirs académiques, de compétences qui se sont complexifiées, mais également il y a une question de transmission de valeurs, dont le nouveau socle commun d'éducation à une sorte de morale laïque se voudrait un peu l'outil de promotion. On ne peut que se désoler que dans ce nouveau programme de morale laïque, l'enseignement moral et civique, il n'y ait guère de place, pour ce que j'en ai vu, pour le respect de l'animal. Il est extrêmement anthropocentré et très piloté par la notion d'humanisme, à un sens un peu restrictif du terme. Donc l'école n'a pas qu'à transmettre des savoirs, elle doit aussi mobiliser chez les enfants les capacités à ce qu'on appelle les compétences sociales, qui incluent la capacité soit à s'exprimer, à avoir le courage de ses opinions, à savoir argumenter sur ce que l'on perçoit, ce que l'on comprend, ce que l'on ressent, mais également la capacité à écouter les autres, y compris des points de vue différents sur de nombreux sujets. Et c'est un des outils principaux pour lutter contre la violence, puisqu'on le sait très bien maintenant, la violence vient souvent d'une pénurie des mots,
d'une incapacité à mettre en parole des affects, des émotions. Et donc, le passage à l'acte est souvent un échec de la mise en acte. Or, la parole peut aider un enfant à prendre conscience et à poser des actes plutôt qu'à passer à l'acte. D'où l'importance de la parole libre et qui doit pouvoir s'exprimer sur tous les sujets qui posent problème à l'enfant. Et il peut aussi y avoir des problèmes liés à la perception de l'animal. En tout cas, dans mes consultations, j'ai très souvent vu que le rapport à l'animal était un marqueur de l'équilibre émotionnel d'un enfant. Et que les enfants qui étaient élevés avec des animaux, notamment des animaux de compagnie, développaient des capacités, pour la plupart d'entre eux, il y a toujours bien sûr quelques exceptions, mais ils développaient des capacités de responsabilisation envers l'animal. Et ils s'en sentent souvent très proches. Et Célestin Freinet, un des grands courants de la pédagogie qui s'appelait Nouvelle et qui continue à ne percer que difficilement dans le système éducatif, Célestin Freinet introduisait des petits animaux dans les classes. Et les enfants étaient associés à une responsabilisation. Ils assistaient au cycle de la vie avec ces petits animaux. Et actuellement, pour des raisons invoquées d'hygiène, on a tendance à renoncer à ces pratiques-là. En tout cas, dans les compétences sociales, l'empathie et l'altruisme tiennent une place importante. Une véritable conduite morale ne peut se réduire à une prescription et à l'application de codes de civilité ou une politesse. La politesse en elle-même ne fait pas le lien humain avec l'autre. Il s'agit de le comprendre. Et l'animal peut être un formidable vecteur, puisque ne parlant pas, il incite l'enfant à le deviner. Il entre dans un langage non verbal, qui est une dimension importante de la communication, et notamment de celle qui est porteuse d'émotions. Donc, beaucoup de recherches ont été menées dans le champ de l'éducation et de la médiation animale qui ont révélé combien le fait d'étendre le cercle de la considération morale au-delà seulement du semblable humain, mais de l'étendre également aux animaux, combien ce processus était capable de contribuer à développer la sensibilité et en même temps la responsabilité. N'oublions pas qu'un enfant qui est responsable d'un animal devient en quelque sorte, il rentre dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de parentalité symbolique. Il devient parent un peu de son animal. Et donc, il peut vivre cette notion de s'occuper de plus petit que lui. Car pour un enfant, il n'y a guère plus petit que lui, à part ses petits frères et ses petites sœurs, mais l'animal est plus petit que lui, sur lequel donc il est investi d'une puissance et il est invité à la retenir et au contraire à la canaliser en attitude de protection. En ce sens, l'animal est une formidable école de décentrage de l'enfant pour entrer dans cette résonance intuitive et sensible. Et comme l'animal est à la fois autre et semblable, l'enfant est amené à décoder, à deviner. Et étrangement, les animaux et les enfants ont une grande complicité. Peut-être parce qu'ils utilisent les mêmes canaux de langage. Ils sont moins obstrués par une raison résonante qui a souvent tendance, nous, à nous isoler dans des catégories extrêmement conceptuelles. Dans les travaux qui ont été faits sur la relation de l'enfant et de l'animal, et notamment le rôle de l'école, il y a les travaux de Hubert Montagnier, qui sont très connus, sur le rôle de l'empathie dans les relations humaines. Il y a eu tous les travaux faits par Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Également, on sait maintenant que l'école gagnerait à mobiliser les différentes sortes d'intelligence, et pas uniquement l'intelligence logico-mathématique ou conceptuelle, mais à mobiliser également les autres intelligences telles que les a définies Howard Gardner. Et dans ces 7 ou 8 intelligences, il y a l'intelligence interpersonnelle, celle que j'évoquais tout à l'heure, celle qui permet de raisonner avec autrui, de communiquer et d'écouter. Et puis il y a également l'intelligence intrapersonnelle, ce qu'on pourrait appeler le petit Socrate en herbe, la capacité de s'interroger en profondeur, de se poser de bonnes questions. Et les enfants nous montrent parfois la voie d'un questionnement qui va parfois au-delà de ce que l'adulte lui confère comme capacité. C'est même parfois les questions des enfants qui dérangent les adultes, notamment dans le rapport à l'animal. Ce qui va de soi pour un adulte ne va pas de soi pour un enfant. Et leurs questions parfois nous perturbent. Les adultes qui sont rentrés dans une banalisation de l'exploitation de l'animal-objet,
les enfants ne l'entendent pas de cette oreille. Ils sont souvent les premiers à être choqués, à être heurtés. Ceci dit, cette indignation peut très vite être recouverte d'un voile d'indifférence, ne serait-ce que par identification aux adultes qui, eux, ont recouvert cela d'un voile d'indifférence. Un autre chercheur extrêmement connu, c'est Boris Cyrulnik, qui a également beaucoup insisté sur les relations entre les enfants, les animaux, tout ce qu'ils ont à la fois d'analogue et toute la richesse mutuelle que peuvent s'apporter, que peut apporter en éducation la plus grande prise en compte de l'animal. D'autre part, cette empathie qui est si fondamentale, elle se développe pas seulement par des discours, même peut-être peu par des discours, mais beaucoup plus par des actes, par le care, la mise en œuvre du care. Ce très beau mot anglais qui donnait chez nous le mot caritatif. Et l'animal est un réceptacle naturel du care de l'enfant. J'ai moi-même travaillé avec des enfants qui étaient autistes, qui avaient des difficultés relationnelles graves, ou même des enfants qui étaient envoyés en consultation parce qu'ils étaient très violents. Et parfois, ils ont eu l'occasion d'être mis dans des situations de s'occuper d'animaux, ce que maintenant on appellerait la médiation animale. Et le changement, sans être miraculeux, était quand même tout à fait notoire. Ces enfants se mettaient, parfois même pour des enfants autistes, ils se mettaient à parler pour la première fois en présence d'animaux. Là où les humains avaient échoué, l'animal réussissait, ne serait-ce que par son innocence et son caractère non menaçant envers l'enfant. L'autiste peut avoir peur de l'homme, de l'humain, et il peut se rapprocher de l'animal et réactiver à l'intérieur de lui cette envie de communiquer. Ce que Hubert Montagnier appelle les compétences socles, qui sont les compétences fondatrices du sentiment, qui deviendra plutôt un sentiment social. C'est l'élan à l'interaction, c'est les conduites affiliatives, c'est la mise en résonance, c'est l'empathie, c'est la sensibilité. Alors, quel est le regard sur l'animal dans notre système scolaire ? Bien, en maternelle, on utilise beaucoup le thème de l'animal, mais il est dans tous les petits livres pour enfants, les activités, les puzzles. Bien sûr, ce n'est pas l'animal réel, c'est un animal largement anthropomorphisé, mais c'est un des principaux vecteurs de motivation de l'enfant pour s'intéresser aux apprentissages qui vont découler de cela. Donc, ce n'est pas l'animal pour l'animal, c'est l'animal parce qu'il draine l'attention de l'enfant. Et par ce support-là, on peut le faire entrer dans des apprentissages, dans des sensibilisations à de très nombreux thèmes. Simplement, le fait que l'animal soit extrêmement anthropomorphisé, ça peut contribuer à mettre en place des stéréotypes qui auront peut-être la vie dure. Le loup est rarement présenté, sauf dans quelques livres qui prennent les choses à contre-pied. Il est toujours présenté un peu comme le grand méchant loup. Donc il y a les gentils, il y a les méchants, et ce n'est pas un problème si c'était relayé ensuite par un accompagnement qui permette à l'enfant de découvrir que l'animal réel ne se confond pas uniquement avec l'imaginaire de l'animal. Je vois parfois des enseignants qui ont des démarches assez intelligentes, assez intéressantes, qui, comme tous les enseignants, vont raconter des récits, des contes, mais qui ensuite vont faire un retour au réel et dire, bon voilà, ça c'était le loup dans l'histoire, mais les vrais loups, comment sont-ils ? Et il fait ce lien dès la maternelle, pour bien montrer à l'enfant qu'il y a un cheminement différent de la vie du fantasme et de l'animal réel. Si on manque ce rendez-vous avec le réel, on a plus de mal à l'opérer plus tard, parce que les stéréotypes ont la vie dure. Donc on peut regretter que l'école n'assure pas la transition entre le niveau cognitif et moral pour aller vers plus tard une prise en compte de l'animal de façon réelle, durable et fondée sur la raison. Et les choses se gâtent quand on voit qu'après, les chasseurs vont venir s'occuper de prendre en charge l'éducation à l'environnement. Donc il y a quelque chose d'assez tordu, il faut le dire simplement, entre les enfants qui ont naturellement cette empathie originelle envers l'animal et qui après vont apprendre les modes de piégeage, comment les attraper, comment être efficace dans la chasse. C'est quand même assez perturbant. Et ça pose un gros problème, et ça c'est très français. Ce n'est pas étranger au fait d'introduire une sorte de schizophrénie morale, mais il n'y a pas que ce facteur-là qui fait qu'on a en France beaucoup de doubles discours par rapport à l'animal. On va aider l'enfant peut-être à ramasser un animal blessé, et on va trouver très bien qu'il tente de le soigner ou le faire soigner, puis en même temps, il va apprendre comment en tuer davantage. Donc c'est quand même
C'est perturbant. Et comme chez les enfants, quand ils sont soumis à un double discours, le discours de ceux qui font et le discours de ceux qui disent, le discours de celui qui fait est souvent plus prégnant que le discours de celui qui parle. Et ça pose un vrai problème. De même, on sait que l'éducation à la nutrition est souvent portée par des lobbies tels que le Centre d'information des viandes ou la Semaine du goût est portée par le lobby du sucre. Apparemment, ça ne dérange personne et je pense qu'on pourrait quand même s'interroger parce que ça biaise durablement l'information qui est délivrée aux enfants. Alors qu'il y a beaucoup d'associations remarquables, très compétentes dans le milieu de la connaissance des animaux et qui n'interviennent que très ponctuellement dans les classes. Mais tout à l'heure, en deuxième partie d'intervention, je vous montrerai des associations qui ont développé des outils pédagogiques extrêmement intéressants. Après, quand on arrive en sciences, enfin en collège et au lycée, ça se gâte. Alors maintenant, fort heureusement, depuis quelque temps, les dissections sur des petits animaux sont interdites. Mais Dieu sait si elles ont traumatisé beaucoup d'enfants, en ont dégoûté certains de la biologie, j'en ai fait partie. Et en introduisant un billet, l'animal était considéré comme du matériel de laboratoire. Et ça ne contribuait pas du tout à développer le respect et surtout à être dans la continuité de cette empathie que l'enfant avait au départ. Et on sait d'ailleurs le nombre de réactions, de rires que les enfants ont avaient dans ce genre d'activité pour dissimuler la gêne, quelque part, moralement, que cela pouvait instaurer. Ça dégénérait souvent en fou rire. Donc, l'animal sera également évoqué dans des cours sur l'élevage. Il sera également évoqué dans des thèmes en sciences sur la biodiversité, le respect de l'environnement, mais là, il sera plus considéré qu'en tant qu'espèce à protéger parce que peut-être menacé, mais pas forcément. L'animal n'est pas considéré comme un animal sujet d'une vie. Et c'est là qu'on peut vraiment regretter que l'école ne soit pas encore emparée des remarquables recherches en éthologie, dont je vois l'émerveillement qu'elle suscite chez les enfants. À ce niveau-là, des chaînes de télévision comme Arte Junior fait mieux que l'Éducation nationale, il faut le dire, en montrant des séquences, en faisant découvrir le monde de l'animal dans ce qui est de l'ordre de l'émerveillement. Quand on regarde le monde animal, on en découvre tous les jours. C'est quand même une source d'étonnement. Et un enseignant ayant pour mission de développer la curiosité des enfants, là, il y aurait bien plus de quoi mettre les enfants dans une démarche de recherche, et puis d'émerveillement et donc de respect. On respecte mieux ce qu'on connaît. Et pour connaître, il faut être curieux. Et pour rendre un enfant curieux, il faut l'émerveiller. Et je pense qu'un animal vivant émerveille plus qu'un cadavre qu'on dissèque. En littérature, en philosophie, on ne parle très peu de l'animal et on oublie carrément que des grands auteurs qui sont pourtant au programme de collège et surtout de lycée ont pris en leur temps des positions très affirmées en faveur de l'animal. Je pense à nos grands humanistes, Voltaire, Rousseau, qui sont au programme. Jamais on ne dit la vigueur avec laquelle ces grands penseurs, qui sont quand même des phares de la pensée des Lumières, ils se sont exprimés avec force contre l'exploitation d'animal, contre la cruauté, et même, pour certains d'entre eux, de façon décisive, contre la chasse ou même contre la consommation de viande animale. Bon, ils n'étaient pas tous végétariens, mais en tout cas, ils avaient un discours qui allait quand même dans ce sens. Voltaire, il y avait une citation de lui qui est assez célèbre, où il disait qu'il n'y avait rien qui endurcissait plus le sentiment moral des enfants et des individus que de se livrer au plaisir de la chasse. Dont acte. Je vais citer quelques noms, enfin parmi les plus connus, de ces grands penseurs humanistes, donc ils n'ont pas cantonné leur message humaniste, j'insiste sur le mot, à un anthropocentrisme. Ils n'ont pas confondu humanisme et anthropocentrisme. L'humanisme, c'est pour eux une manière humaine, c'est-à-dire sensible, raisonnée, réfléchie et responsable d'envisager les rapports avec toutes les formes de vie. Ça ne désigne pas uniquement l'objet d'une considération morale, ça désigne une manière de considérer les vivants. Mais ça remonte déjà très loin, bien avant notre siècle des Lumières, ça remontait déjà au temps de Pythagore, qui était végétarien. Il y avait Plutarque, il y a eu Montaigne qui s'est positionné également, donc Rousseau j'ai déjà cité, il y avait Jules Michelet, Victor Hugo, dont on connaît le grand combat pour la cause animale, Léonard de Vinci aussi, qui était végétarien. Darwin a écrit des livres remarquables sur les émotions animales. Schopenhauer également. Des poètes comme Lamartine. Et puis à notre époque, on a également des prix Nobel de littérature comme Isaac Bashevis Singer. En Orient, il y a eu Gandhi, il y a eu Tolstoï également, qui
qui était végétarien, du moins à la fin de sa vie, Kundera dont j'ai parlé, Lévi-Strauss également, qui s'est fortement positionné en faveur de cesser ce grand massacre, et Émile Zola également, dont les prises de position sont connues, le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, il s'est aussi positionné sur le fait que être humain, être humaniste, ce n'était pas réserver sa bienveillance à ses semblables, c'était au contraire un respect de toute vie. Théodore Monod, Einstein également a eu des propos très forts, Jacques Derrida. Donc tous ces auteurs-là, quand on les évoque dans l'enseignement, on ne nous dit jamais la position qu'ils avaient prise en faveur de l'animal. Et on ne dit jamais que un grand nombre d'entre eux étaient, par éthique animale, végétariens. Alors que l'élevage moderne et concentrationnaire n'avait pas encore vu le jour. Et je pense que ce serait un grand cadeau à faire à nos adolescents, qui sont parfois en perte de repères, de restituer à la pensée de ces grands auteurs leur pleine envergure et leur montrer que le message ne se réduisait pas à un anthropocentrisme limité et que la dignité humaine et la dignité animale peuvent se penser en parallèle et non pas en opposition. C'est très important. Et l'humain ne perdrait rien à agrandir sa morale au règne des animaux. En tout cas, il résulte de cette occultation systématique que l'animal qui est nié pendant tout le cursus scolaire, ne serait-ce que par omission, en tant qu'être sensible et sujet d'une vie, se retrouve exclu de cette sphère de morale et il est réduit au rang d'objet, ce qui permettra bien sûr une exploitation abusive de la plupart d'entre eux, tandis que d'autres, en vertu d'un clivage qui nous est propre, seront adulés uniquement en fonction de la catégorie dans laquelle une société aura choisi de les placer. Et on sait que les catégories en Occident ne sont pas les mêmes catégories que dans des pays asiatiques, et que le chien qui se mange à un endroit se choquerait profondément dans un lieu. Donc après l'école, les choses ne s'arrangent pas forcément, parce que le monde de l'agroalimentaire vit quand même beaucoup de l'exploitation de l'animal. Il y a des secteurs dits porteurs, il y a du PIB, il y a des profits à faire, et parfois le même enfant qui adorait son petit lapin quand il était petit, il rentrera peut-être dans des circuits dans lesquels il gagnera sa vie aussi par rapport à l'industrie de l'animal. Tout ce processus achève la réification de l'animal, qui était un partenaire enchanté de l'imaginaire enfantin au début, et qui peut se trouver réifié jusqu'à plus devenir qu'une chose et un élément du produit intérieur brut. Et à ce niveau-là, on peut dire que nos valeurs reposent sur une fissure, car comment demander aux enfants d'être des honnêtes hommes? Dans le programme d'enseignement civique et moral, il est question de restituer aux enfants un socle de compétences d'honnête homme. Et comment peut-on faire si cet honnête homme limite son éthique uniquement au règne de ses semblables et continue à participer à l'exploitation assez terrifiante qui s'est aggravée avec le temps au niveau des animaux? Et nos pouvoirs publics ont une lourde responsabilité, parce que ceux-là même qui édictent des programmes dits de vertu citoyenne sont les mêmes qui entretiennent des lois, qui légitiment des pratiques extrêmement cruelles. Et à ce niveau-là, la France a quand même un triste privilège en Europe. Elle commence à être un petit peu en queue de peloton en matière de protection animale. Non pas qu'elle manque de lois, au contraire, il y a beaucoup de lois, mais il y a tellement de dérogations que finalement, la souffrance reste identique. On peut citer que des choses, je pense que tout le public connaîtra, toutes ces pratiques qui légitiment la corrida, qui légitiment des formes d'abattage sans étourdissement, qui légitiment une industrie de la fourrure assez florissante, la chasse à courre, qui a été interdite dans beaucoup de pays, mais qui est autorisée chez nous. Le recours abusif parfois à l'expérimentation animale, même si c'est un petit peu en voie de recours et il y a un meilleur contrôle. Et dans toutes ces pratiques, il y a toujours l'indifférence à la vie animale et puis surtout beaucoup de jeux d'intérêt. Et tout ça tout en décourageant systématiquement les alternatives de protéines végétales dans la restauration collective. Alors qu'on sait parfaitement bien qu'il n'y aurait pas de souci de santé, bien au contraire, à alléger la consommation de viande. Et bien, de tout ça résulte une incommensurable souffrance animale. Et un tel hiatus qui est observé au plus haut niveau d'une société entre les discours officiels qui proscrivent la violence et des pratiques et la légitime, ce n'est que source d'une véritable confusion des valeurs. Molière aurait peut-être parlé de tartufferie. Simplement, la souffrance est déportée sur les animaux. Et eux, on ne les voit pas. On a organisé l'invisibilité de leur souffrance de manière extrêmement scientifique. Et ce mur d'invisibilité, il est en train de se fissurer.
actuellement, effectivement, et votre présence ici en est le témoin. Il y a de plus en plus de mouvements, de livres qui sortent, d'auteurs qui s'engagent. Et donc, petit à petit, ce mur se fissure et ça peut peut-être permettre à un moment de faire modifier les mentalités. En tout cas, je pense que quand il y a beaucoup de violence et qu'elle est juste cachée, elle reste comme un poison latent dans une société. Elle fait partie de l'inconscient collectif. Et donc, je pense que la prise en compte du droit de l'animal à vivre et à ne pas souffrir indûment de nos pratiques, de notre ignorance, de notre déni ou de notre indifférence, ça fait partie d'une véritable obligation d'une société en devenir, d'une société en mouvement. Toute l'histoire de l'humanité a été marquée par un progrès dans l'ouverture du cercle de considération morale qui a permis petit à petit de faire reculer les discriminations. Alors, quel changement pourrait-on imaginer au niveau de l'enseignement? Eh bien, comme on a dit, l'animal en tant que sujet d'une vie est peu au programme, eh bien, tout repose. En même temps, ce n'est pas interdit. Il faut savoir qu'un enseignant, il a une liberté pédagogique, il peut utiliser des supports, des livres aussi de littérature jeunesse, dans la mesure où il rentre dans les programmes en termes des compétences à faire acquérir. Eh bien, le choix d'un livre de littérature qu'il va utiliser, sur lequel il va peut-être organiser un débat et qui prend en compte la question des rapports enfants et humains, peut tout à fait être un support pédagogique acceptable. Donc, l'éducation nationale ne prend pas en compte ce thème, mais elle ne l'empêche pas non plus. Simplement, ça repose sur la créativité des enseignants et leur capacité à rester dans l'esprit des textes, tout en utilisant des supports qui vont contribuer à ce développement éthique des enfants. D'autre part, l'éducation nationale présente une inertie structurelle et avant que ça change à la base, souvent c'est très très long en amont. Et je continue quand même à espérer que le changement se fasse dans le bon sens. On assiste déjà à des initiatives intéressantes, mais ça ne va bien sûr pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Alors que j'ai beaucoup parlé avec des enseignants qui tentaient de faire passer cette thématique de la responsabilité envers l'animal dans leur cours, dans leur enseignement classique. Alors parfois, ils passent par des choses toutes simples et on va aborder des choses extrêmement pratiques qui ne demandent pas de révolutionner le monde. Simplement, parfois, abonner le centre de documentation à des revues animalières. Favoriser ce support-là quand on aborde le langage, le récit, le maniement du français, le maniement de la langue ou de l'écriture. Donc on peut tout à fait rester dans le programme tout en ayant des thématiques qui font réfléchir également sur l'éthique. Il y a des enseignants qui organisent des débats à travers des points de programme qui sont dans les sciences, sur l'environnement, qui sont sur la consommation responsable, sur la durabilité des ressources ou sur la littérature jeunesse. J'ai moi-même parmi les étudiants, des étudiants qui font dans des mémoires de master ou dans des dossiers thématiques des recherches sur ce point-là. Des enseignants également sollicitent ponctuellement des associations de défense de l'environnement ou de la protection animale, qui sont dotés d'outils pédagogiques adaptés. Pour ceux qui le souhaitent, tout à l'heure, on mettra peut-être sur un slide quelques listes d'associations dotées de ressources. Tiens, en fait, je me rends compte que j'ai oublié de faire passer la petite photo. Bon, ben, je vais laisser ça. J'arrive un petit peu en retard, mais bon, excusez-moi. J'en cite quelques-unes, mais vous verrez ça sur le dernier slide. Il y a la LPO, qui peut rentrer assez facilement dans les écoles. Il y a l'association Wellfarm. Il y a One Voice, la fondation Bardot. Il y a l'association Enfants Animaux Nature. Ou alors, il y a des sites comme Gaia Kids, qui se développent beaucoup en Belgique et sur lesquels je ferai un développement un petit peu plus long tout à l'heure. Les enfants également peuvent réaliser des objets qui sont destinés aux animaux, des nichoirs, des petites choses de cet ordre-là. Certains illustrent la déclaration des droits de l'animal qui avait été élaborée par la LFDA il y a quelques années. Ça peut donner lieu à un commentaire. Ça peut d'ailleurs être mis en parallèle avec la déclaration des droits de l'enfant, en amenant à réfléchir sur les différences et les ressemblances entre les enfants et les animaux, la prise en compte de leurs droits. Il y a des choses intéressantes avec des supports qui sont vraiment sous la main de tout enseignant. Longtemps, c'est les temps de vie de classe qui ont servi à débattre de ça. Maintenant, on a quand même cette voie royale de l'enseignement moral et civique qui comporte presque 300 heures depuis le primaire jusqu'à la terminale. Même si je déplore que l'animal ne soit pas cité explicitement, rien n'empêche un enseignant, sur la partie qui concerne les émotions et l'empathie, d'introduire également l'empathie dans ce contexte particulier. Je rappelle, dans cet enseignement moral et civique, il y a 4 grands volets. Il y a un volet qui vise à amener les enfants à prendre conscience des émotions et donc de l'empathie. Un volet qui amène à prendre conscience de l'argumentation, comment défendre ses idées, ses opinions. Il y a tout un volet également sur l'engagement, comment traduire des pensées,
des affects, des engagements, des valeurs en forme d'actes. Et actuellement, également, on développe également la pédagogie par projet interdisciplinaire. Et le thème de l'animal peut, entre autres thèmes, être vraiment un formidable projet interdisciplinaire qui va amener les enfants à réfléchir sur les aspects scientifiques, les aspects sociaux, les aspects éthiques, les aspects littéraires. Il y a énormément de choses qui s'ouvrent avec ces nouveaux programmes. Je dis bien quand on les lit entre les lignes. Je vais peut-être m'étendre un petit peu, mais je pense que le temps passe. Là, je vais me faire... J'espère que Jean-Claude ne m'en voudra pas trop. Mais on a du temps, parce qu'il y avait un intervenant qui était prévu, un troisième, et que je crois qu'il n'y aura pas possibilité de passer le film. Donc ça nous donne peut-être 10 minutes de plus. Je voudrais parler de l'association Gaïa. C'est une expérience qui existe en Belgique. Et oui, en Belgique. Mais c'est un Français. Hein. Il est obligé de travailler en Belgique pour pouvoir développer sa créativité sur ce plan-là. Donc c'est une ONG belge de défense des droits des animaux et qui intervient très étroitement dans le cadre du programme de morale laïque qui existe en Belgique depuis 2008, je crois, et qui a un volet entier consacré à l'éthique animale. Comment les connaître, comment les protéger, comment en prendre soin, comment faire des choix de consommateurs responsables. Enfin, c'est un programme extrêmement riche qui s'appuie donc sur des programmes officiels, ceux-là même qui nous manquent cruellement en France, et qui encourage explicitement à comprendre et à protéger la vie et à épargner la souffrance aux animaux. Et donc, dans ce programme-là, il y a une thématique comme les animaux ont-ils des droits ? Et ça s'appuie sur des travaux transdisciplinaires basés sur l'éthologie, la biologie, la législation. À la fin de la présentation, si vous voulez, je mettrai en ligne le site de Gaïa. D'autant plus qu'il est tout à fait possible d'aller se former en Belgique et de communiquer facilement avec cette association qui est très ouverte et qui ne demande qu'à partager sur le savoir-faire qu'elle a développé. Donc il y a des thématiques comme un animal comme moi, donc à faire réfléchir l'enfant sur les émotions parallèles, ce que l'animal a de semblable et de différent. Dans tous les secteurs de la vie. Les animaux de compagnie en bonne compagnie, comment responsabiliser les détenteurs de chats, de chiens et d'autres animaux de compagnie, les devoirs et les responsabilités. Également, les animaux et les hommes à un sens beaucoup plus large au niveau de la planète. Et également les autres animaux dont on parle beaucoup moins, qui sont les animaux toujours cachés parce qu'on exploite leur mort, c'est les animaux d'élevage. Et ils sont au cœur de la pratique de Gaïa. Ce n'est pas uniquement les toutous, c'est aussi les animaux d'élevage, ceux qui payent un lourd tribut à l'ignorance ou au déni. Également, ils s'intéressent aux animaux dans les zoos, dans les cirques, pour voir les avantages et les inconvénients de telles pratiques. Également, il y a un travail sur la nutrition. Peut-on nourrir durablement l'humanité avec humanité ? Ils vont montrer, bien sûr, les effets de l'élevage. Hein, ils vont peut-être prolonger sous l'angle éthique des choses qui sont au programme du cours de sciences, mais ils vont montrer les modes d'élevage, les industriels et biologiques, et les enjeux éthiques et humanitaires et écologiques de l'élevage. Et ils amènent les enfants à avoir des connaissances qui leur permettront de faire des choix plus responsables, même dans la manière de se nourrir, en montrant qu'on peut se nourrir bien sûr de viande, mais en faisant attention comment elle a été produite. On peut aussi manger moins de viande et s'en porter très bien, et que également, pour ceux qui le souhaitent plus tard, l'option végétarienne est parfaitement compatible avec une excellente santé. Mais il n'y a pas de prosélytisme dans ce sens, il y a juste montré que ça existe et qu'on n'en meurt pas. C'est déjà important, parce qu'en France, on entend plutôt le message que si on ne mange plus de viande, on est forcément en très mauvaise santé, ce qui est exactement l'inverse. Également, dans les cycles du lycée, Gaïa fait un cours sur les aspects juridiques. Les animaux ont-ils des droits ? Et la question animale dans l'histoire de la pensée. Et des grands auteurs dont j'ai cité quelques-uns seront étudiés au passage à travers quelques extraits. Voilà. Et enfin, les enfants auront quelques connaissances sur la législation actuelle et les moyens de protéger les animaux et de s'engager concrètement dans des actions dans le long terme. Ils ont même d'ailleurs un site, me semble-t-il, dans lequel les enfants peuvent interpeller eux-mêmes les grandes enseignes pour demander à ce qu'ils cessent de produire des animaux qui n'ont pas le label bien-être animal, de façon à pouvoir inciter les grandes enseignes qui apparemment sont plus sensibles au message des enfants que des adultes, parce que c'est la population de demain, c'est les consommateurs de demain, et essayer de faire évoluer ceux qui vendent pour des intérêts qui sont commerciaux, mais après tout, pourquoi pas, à aller vers des productions plus responsables. Alors, un autre exemple intéressant, c'est la philosophie pour enfants de Mathieu Lippmann. Je dis bien, elle se fait au Canada, enfin au Québec,
Le centre de référence est l'Université de Laval, qui est un centre de référence mondial. Et la philosophie pour enfants, en France, quand elle est pratiquée, le thème de l'animal est très, très peu soulevé. Alors qu'au contraire, Lippmann a mis l'animal, lui a donné une place essentielle dans son développement. Peut-être après, dans le cadre de réponses ou de questions avec le public, je pourrais peut-être donner quelques exemples de questions qui sont posées aux enfants très tôt, très jeunes, et qui les font réfléchir de façon extrêmement profonde. Et donc cette pratique, dès la maternelle, pose la question de la biodiversité, la disparition des espèces, de la responsabilité de l'homme. Et dans le petit livret initial qui s'appelle L'hôpital des poupées, on amène l'enfant à faire la différence entre une chose, un végétal, un animal, une personne, et à montrer combien nous avons des glissements dans notre tête. Par exemple, un enfant peut considérer une poupée comme plus importante que son petit frère. Donc une poupée peut-elle être parfois considérée comme une personne ? Un animal peut-il être considéré comme une personne? Pourquoi des animaux sont-ils considérés comme des choses et d'autres comme des personnes? Et on vient à la rencontre des interrogations de l'enfant. Avant que les stéréotypes ne s'installent, avant que les cloisonnements et les étiquettes s'installent chez l'enfant, on le fait réfléchir parfois sur le côté un peu artificiel de ces cloisonnements qui sont vraiment pensés par les adultes, pour des adultes. Et donc réfléchir sur ce que nous avons de commun et de dissemblable avec les animaux, c'est extrêmement fructueux. Et donc c'est une maïotique socratique et qui va déconstruire certaines représentations. Par exemple, on va demander aux enfants, est-ce que tous les hommes sont humains? Les animaux sont-ils bêtes? Et ça, c'est pour déconstruire ce qu'il y a dans le langage, parce que quand on dit que quelqu'un est bestial, c'est la pire des insultes, et c'est souvent pour désigner des comportements que les animaux eux-mêmes n'adopteraient pas. Donc c'est intéressant de prendre le mal à la source, le mal qui est dans le glissement sémantique que nous introduisons, qui fait que nous attribuons à l'animal, nous projetons sur l'animal tout le pire de l'humain, et nous oublions de voir l'humanité de l'animal, en préférant n'y voir que le vecteur de ce que nous avons souvent de plus difficile ou de plus inacceptable. Là, il faut vraiment que je me dépêche, je pense. Alors, je vais juste citer quelques exemples de questions que pose Lippmann. Quelles sont les différences ou les ressemblances entre les humains et les animaux? Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils sentent dans la nature ou en élevage industriel? Comment le savons-nous? Quelle différence y a-t-il entre savoir, croire, interpréter ou connaître les animaux? Les animaux sont-ils bêtes? Qu'est-ce que c'est que l'empathie? Quelle est la validité des raisons que nous invoquons pour se vêtir, se nourrir ou se divertir à leurs dépens? Y a-t-il une pensée sans langage? Y a-t-il des souffrances sans parole? Que serait sur le monde le point de vue d'un moineau, d'un chat, d'une poule, si tu étais une baleine? Comment tu verrais les choses? L'animal est-il une personne? Sommes-nous des animaux comme les autres? Avons-nous une responsabilité envers eux? Les besoins d'une espèce créent-ils des droits sur d'autres espèces? L'homme a-t-il tous les droits? L'animal a-t-il aussi des droits? Lesquels? Penses-tu qu'un animal a envie d'aller à l'université? D'où procèdent les droits? Procèdent-ils de la force, des habitudes, de la loi, de l'intelligence, des sentiments, de la nécessité? Pourquoi des espèces disparaissent-elles? Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises raisons de les tuer? Peut-on faire du mal aux animaux sans le savoir? Question hautement embarrassante. Y a-t-il différentes façons de se nourrir sur la planète? Quelle différence y a-t-il entre l'animal qu'on trouve dans les fables, dans les contes, dans les romans, dans la pub ou dans les documentaires? Si tu étais tel ou tel animal, que voudrais-tu dire aux humains? Que rêverais-tu de changer dans les lois? Etc. Donc les grandes questions commencent pour des petits-enfants. Et les enfants, les questions grandissent avec les enfants. Et les enfants grandissent avec les questions. C'est donc Et on pourrait rêver que la philosophie pour enfants s'étende avec cette prise en compte de l'animal. En France, très peu. Beaucoup de philosophes pour enfants trouvent que le thème de l'animal phagocyte tellement leur pensée que c'est un thème que certains préféraient écarter. En disant, bah oui, les enfants, quand ils nous disent qu'ils préfèrent leur petit frère, qu'ils préfèrent leur chien à leur petit frère, c'est tellement embarrassant que ça vient tellement trahir l'humanisme triomphant dont la France se glorifie que c'est assez gênant. Donc souvent, l'animal est perçu comme encombrant la réflexion, alors que c'est un formidable vecteur pour développer les émotions. Alors là, je termine en 30 secondes. Je promets pour mon successeur qu'à l'université de Lorraine, là où je travaille, j'ai mis en place depuis quelques années un atelier de philosophie pour enfants en introduisant très explicitement que le fil rouge de cet atelier, qui comporte à peu près une 60aine d'heures sur 2 ans, donc c'est beaucoup. Enfin, à l'université, on est sur des modules très courts, et là, c'est une chance d'avoir 40 heures la première année et presque 18 la deuxième, où le fil rouge, c'est le respect de l'animal, l'éthique animale, la prise en compte de l'animal dans l'enseignement. Et là, je demande aux étudiants de faire des dossiers pluridisciplinaires
où ils vont faire un travail collectif sous forme de projet. L'un va travailler sur la relation enfant-animal, l'autre va travailler sur l'animal dans la société, dans les sociétés, comparaison à travers le temps et l'espace, comment traite-t-on les animaux à l'échelle de la planète, dans le temps et dans l'espace, le rôle de la médiation animale, les apports de l'éthologie, la place de l'animal dans tous les secteurs de l'activité humaine, avec ce qu'on montre et surtout avec ce qu'on cache. C'est important qu'un enseignant sache aussi ce qu'on cache. Et puis les représentations de l'animal dans la philosophie, la littérature, l'art, les contes. Et j'aimerais aussi travailler sur le symbolisme de l'animal dans les rêves. Ça, en tant que psychologue clinicienne, c'est bien sûr un thème qui m'est très, très cher. Et enfin, ils ont à recenser, voire à créer eux-mêmes des supports pédagogiques pertinents pour aborder la question animale selon les différentes classes d'âge. Et je conclurai en disant qu'à la différence des enfants, les adultes ont oublié combien l'animal, qui est une figure emblématique de notre rapport à la beauté, à la fragilité ou au mystère du vivant, pouvait interroger notre conscience profonde. Lévi-Strauss désigne l'animal comme le plus autrui des autrui. Et donc, il tend à chacun de nous le miroir de sa propre vulnérabilité face aux dérives de notre toute-puissance. Et que ce soit une révolution copernicienne ou une utopie créatrice, il est possible que le changement par l'éducation du rapport moral à l'animal puisse participer d'un nouveau paradigme pour une éducation à la non-violence qui est devenue pour toute l'humanité un véritable enjeu de survie. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à toutes. Avant d'entamer mon propos, je voudrais d'abord remercier la Cité des Sciences, Madame Grange et Karine Lou-Matignon pour l'organisation de ce cycle de conférences tout à fait remarquable et, je crois, unique en France. Voilà, merci pour eux. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui, non seulement sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique, à savoir l'enseignement du droit de l'animal dans l'enseignement supérieur, ce qui est une innovation en France depuis novembre 2015. Alors, je vais commencer par une petite introduction et je vais vous citer un auteur anglais qui est très peu connu. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de lui. C'est Henry Stephen Salt, qui, en 1892, a publié un ouvrage qui était intitulé « Les droits de l'animal considérés dans leur rapport avec le progrès social ». Cet auteur anglais n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire de la littérature, mais il mérite d'être cité en particulier parce qu'il a été un grand militant de la cause animale et d'autres causes également, d'autres causes sociétales. Il était contre la vivisection, c'était un végétarien et c'était une personne qui a introduit les œuvres de Thoreau auprès de Gandhi. Donc, quelque part, il a influencé un tout petit peu l'esprit de non-violence de Gandhi par ce biais. Henry Stephen Salt, si vous voulez avoir sa biographie complète, vous allez sur Wikipédia, qui maintenant est la référence ultime de tous, y compris de tous les étudiants en université. Qui permet de faire des copier-coller intéressants pour pas mal d'étudiants. Malheureusement, tout le monde faisant la même chose, ils se font rapidement repérer. Enfin, pour en savoir davantage sur Henry Stephen Salt, vous pouvez vous reporter à Wikipédia. Alors, cet auteur a souligné le rapport direct entre l'évolution des mœurs, de la pensée et de la morale avec le développement d'une empathie nécessaire en faveur de la reconnaissance des droits pour une catégorie déterminée d'êtres vivants, en l'occurrence les animaux. Il disait, je cite, « Il appartient à chaque siècle de prendre l'initiative de ces réformes morales suivant le degré de ses lumières ou l'état général des sentiments. » Selon Henry Stephen Salt, il y avait deux agents essentiels pour l'évolution de la condition animale. D'une part, l'éducation qui est, selon lui, je cite, nécessaire pour développer dans le cœur de l'homme une certaine empathie pour amener ce dernier à envisager ensuite de réformer la législation. Et ensuite, bien sûr, deuxième agent, la législation, qui est
je cite encore, le complément convenable et la suite de l'éducation. Donc dans son esprit, l'éducation précède la législation et constitue en quelque sorte la base d'un développement de la protection animale. Alors, qu'est-ce que le droit de l'animal finalement, ou droit animalier, ou droit animal? Je pense que vous avez déjà entendu, il y a trois terminologies principales qui sont utilisées. Le droit animalier, essentiellement pour Jean-Pierre Marguenot, puisque, vous le savez sans doute, il est l'auteur de cette fameuse revue de semestrielle de droit animalier que je pense que beaucoup d'entre vous lisent régulièrement et que vous pouvez télécharger sur le site de l'Université de Limoges. Mais on utilise également le terme de droit animal. Certains n'aiment pas ce terme parce qu'en disant le droit est animal, c'est bizarre. Bon, bref. L'Université de Strasbourg a retenu la terminologie du droit de l'animal, droit au singulier et non pas au pluriel, qui est plutôt un concept philosophique. Alors qu'est-ce que c'est que cette discipline nouvelle qui allie à la fois le droit, qui est une matière faite par l'homme pour l'homme, et l'animal, qui finalement n'a pas vraiment sa place dans le droit, hein. C'était, tout au moins pendant très longtemps, c'est ce que l'on pensait. Et il faut bien dire que les choses mettent beaucoup de temps à évoluer. En fait, c'est une discipline qu'on appelle, selon une expression moderne, transverse, donc qui regroupe en son sein l'ensemble des textes juridiques qui se rapportent directement ou indirectement à l'animal. Ce peut être des textes de protection animale comme des textes de protection contre l'animal. On y trouve aussi bien des textes qui déclarent nuisibles certaines espèces et qui donnent des droits, entre guillemets, à certains autres animaux, notamment le droit de ne pas être l'objet d'actes de cruauté. Alors, finalement, comment on est arrivé à lancer une discipline juridique nouvelle, celle de droit de l'animal? La condition de l'animal a fait l'objet, en particulier dans les années 70, de publications d'ouvrages, et notamment celui que tout le monde connaît ici, je pense, c'est celui de Peter Singer, le philosophe australien, Animal Liberation, ou Libération animale, qui a dénoncé les conditions d'exploitation des animaux et qui a constitué en quelque sorte un véritable choc à cette époque-là, donc quand il est sorti en 1975. Par la suite, il y a eu des films qui ont été tournés, qui ont été diffusés, qui ont beaucoup impacté l'être humain, en particulier Earthlings. Je ne sais pas si vous connaissez ce film américain qui montre des images extrêmement choquantes de traitements animaux, faits aux animaux. Donc je crois que si vous visionnez ce film, vous n'en sortirez pas indemne. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger sur Internet sans grande difficulté, sans vous mettre pour autant dans l'illégalité. Alors, ces dénonciations faites aussi bien dans des ouvrages que dans des films ont amené l'homme à s'interroger sur la place qu'il laisse aux animaux dans cette société moderne, qui voit l'apparition d'élevage industriel de plus en plus gigantesque, de conditions proprement inhumaines, même si on utilise souvent le terme de traitement humain, ou human treatment en anglais, des animaux. Donc tout ceci a suscité le besoin de mettre en place des législations protectrices. Ce n'est pas la première fois, puisque déjà au XIXe siècle, les premières législations protectrices de l'animal étaient apparues, avec en 1822 au Royaume-Uni le Martin's Act et en 1850 la loi Grammont que tout le monde connaît en France et qui protégeait en fait les animaux contre les mauvais traitements exercés en public, puisque ce qui choquait principalement c'était les mauvais traitements exercés en public, bien que initialement le général de Grammont qui était à l'origine de ce texte, avait souhaité réprimer l'ensemble des mauvais traitements publics ou non publics. Malheureusement, il y a eu un amendement, comme ça arrive souvent dans le cadre de discussions législatives, qui a fait que ça a été réservé uniquement aux mauvais traitements exercés en public. Alors, ce mouvement global a finalement entraîné l'apparition, d'abord aux États-Unis, comme nous allons le voir, mais ensuite, vous allez voir que voilà, l'apparition aux États-Unis d'abord d'une discipline juridique nouvelle, qui est l'animal law,
dont je vais vous entretenir dans un premier temps, et qui est apparu il y a environ 40 ans. Et ensuite, cette discipline nouvelle a fait son apparition en Europe, en France tout dernièrement, et c'est également répandu dans d'autres pays du monde, dans d'autres zones géographiques du monde. Alors tout d'abord, les États-Unis sont la terre de naissance du droit animal, de l'animal law. Cette discipline est apparue dans les années 70, comme je vous l'ai dit, à la suite de la publication de livres de Peter Singer. Alors il y a deux approches qui permettent, disons, de définir cette nouvelle discipline. Il y a une approche qu'on pourrait qualifier de militante, qui a pour objectif, in fine, de promouvoir et d'attribuer des droits aux animaux, de parvenir à ce qu'on appelle un paradigm shift, c'est-à-dire un changement de paradigme. Et vous avez une approche qui est plus neutre, qui est purement descriptive ou fonctionnelle, selon laquelle l'animal law est une discipline qui regroupe simplement tous les textes qui se rapportent directement ou indirectement à l'animal et qui constitue en quelque sorte une activité de niche pour beaucoup de cabinets d'avocats qui font notamment des testaments en faveur d'animaux, des choses comme ça. Bon, enfin, ce n'est pas ça qui va faire avancer le droit, je suppose. Alors, ces deux approches coexistent, hein, il faut bien le rappeler, mais se différencient donc par leur objectif. En étant très, très sommaire, on pourrait dire que c'est l'approche militantiste qui a été, ou militante, qui a été celle qui a fait naître cette discipline, hein, puisque dans les années 70, à la suite de la publication du livre de Peter Singer, un certain nombre d'activistes, de juristes activistes en droit de l'animal, ont forcé, en quelque sorte, les universités à créer des cours de droit de l'animal. Ainsi, le premier cours de droit de l'animal a été créé en 1978 à l'université de Seton Hall dans le New Jersey, à la demande justement d'une juriste diplômée de cette école de droit qui avait souhaité qu'on enseigne cette matière et qu'on cherche à faire progresser par cet enseignement la protection animale. Donc ce sont bien des juristes, des activistes qui ont été à l'origine de la création de cette discipline, qui l'ont développée et aujourd'hui coexistent à côté de ces militants, de ces activistes qui constituent toujours la base de cette discipline. On a maintenant un enseignement qui est plus dirigé vers des avocats qui cherchent à diversifier leurs activités et qui voient dans l'animal law finalement une activité complémentaire à leur business et qui, pour certains, en vivent d'ailleurs très bien, mais sans pour autant contribuer de quelque manière que ce soit, pour la plupart, à l'évolution, au progrès de la protection animale. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, le premier cours de droit de l'animal ou d'animal law avait eu lieu en 1978 à l'université de Seton Hall. Dans la foulée, quelques autres cours avaient été créés dans d'autres universités, mais ce premier mouvement s'est interrompu assez rapidement parce que ces cours se sont arrêtés progressivement. Pourquoi? Parce que manque de moyens, manque d'enseignants. Parce qu'en fait, cet enseignement repose essentiellement sur des professionnels. Ce qu'ils appellent là-bas des adjunct professors, des personnes qui sont issues de la vie professionnelle, notamment des avocats ou des magistrats, et qui enseignent en fait l'animal law à côté de leurs autres activités principales. Donc, il suffit qu'il y ait une personne qui disparaisse des radars, qui a d'autres activités qui prennent le dessus, et le cours tombe à l'eau parce qu'il n'y a personne qui peut assurer le cours en question. Donc, alors, cette matière, l'animal law, a connu une évolution fulgurante aux États-Unis, puisque, qu'on en juge, hein, si on se souvient qu'il existait 11 cours d'animal law en 1999, 27 en 2002, 55 en 2005, 75 en 2007. Aujourd'hui, on en est à 180. Oui, on peut applaudir, effectivement. Donc 180 cours. 180 cours, ça ne veut pas dire 180 universités, puisqu'il y a certaines universités qui dispensent de nombreux cours. Alors, justement, parlant des universités ou des law schools, puisque c'est dans les law schools que ça se passe, dans les facultés de droit, en l'an 2000, il y avait 9 law schools qui enseignaient l'animal law
En l'an 2000, donc 9. Actuellement, 150. 150 universités sur 200 qui sont accréditées par l'ABA, donc l'American Bar Association. Donc on voit quand même que 150 universités sur 200 enseignent l'animal law. Donc ce n'est plus un phénomène marginal, c'est franchement un véritable mouvement qui s'est mis en marche et qui d'ailleurs, on le verra après, a franchi l'Atlantique pour se diffuser un peu partout dans le monde. Et parmi ces universités, il y a quand même les plus prestigieuses. Ce ne sont pas des universités de province que personne ne fréquente et qui n'ont aucune réputation. On a des universités tout à fait exceptionnelles, comme par exemple, effectivement, Harvard, Duke, Princeton, Berkeley, Stanford, Yale, Columbia. Donc voilà, ce n'est pas non plus des universités qui sont les dernières dans le classement de Shanghai. Alors, on peut dire que cette matière, l'animal law, s'est développée en deux phases principales. La phase initiale, qui reposait essentiellement sur des activistes, donc dans les années 80, et ensuite, dans les 10 dernières années, cette discipline s'est beaucoup développée grâce à la multiplication de colloques, l'apparition de revues destinées uniquement ou dédiées uniquement aux droits de l'animal, également l'adoubement de l'animal law par le barreau américain, par l'association du barreau américain, l'ABA, qui accrédite en fait les law schools aux États-Unis. Donc en fait, toutes les law schools sont accréditées par l'ABA. Et l'ABA a créé en son sein, en 2004, un Animal Law Committee, donc une commission de droit de l'animal, qui regroupe à peu près 300 juristes et qui participe au dynamisme de cette matière et qui enseigne également cette matière auprès de ses propres membres. Alors, il y a une université américaine que vous connaissez peut-être par réputation, qui est l'université de Lewis and Clark à Portland, dans l'Oregon. L'Oregon, d'ailleurs, est un petit peu à l'honneur en ce moment, puisque je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des manifestations dans un parc dans l'Oregon de gens qui se battent pour leur terre. Donc cette université de Lewis and Clark a, à elle seule, été à l'origine de la création d'une trentaine de cours de droit de l'animal. Donc elle dispense en moyenne entre 28 et 30 cours d'animal law. Elle a également été à l'origine en 2011 de la création d'un master, le premier master au monde consacré à la discipline, donc qui a été créé en 2011 et qui aujourd'hui a un succès qui est incontestable, puisqu'on accueille maintenant également des étudiants étrangers. Ils ont lancé une formation online pour ceux qui ne peuvent pas venir à Portland, dans l'Oregon. Et ils organisent également, depuis pas mal de temps, ce qu'ils appellent un Summer Animal Law Institute, qui permet à des personnes d'aller à l'été, passer 3 semaines dans l'Oregon, c'est sympa. Et en plus, ça leur permet de suivre des cours. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et surtout, alors, cerise sur le gâteau, ils ont édité une revue que vous connaissez peut-être, qui est l'Animal Law Review, qui est une revue entièrement dirigée par des étudiants. Donc les étudiants sont les maîtres de cette revue, de la qualité de cette revue, et je vous assure que si vous voyez le résultat, c'est assez extraordinaire. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site de la Lewis and Clark Law School et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a également, au sein de l'université de Lewis and Clark, ce qu'ils appellent une Animal Law Clinic, qui permet aux étudiants, sur la base de cas réels, de s'exercer, de pratiquer le droit relatif à l'animal. Et ils ont également organisé ce qu'ils appellent une Animal Law Competition, qui permet aux étudiants de pratiquer le droit, de défendre un cas devant des magistrats professionnels. Donc on voit que c'est quand même pas uniquement des cours théoriques, mais c'est quelque chose de très pratique et qui fascine beaucoup les étudiants. Je ne sais pas si vous savez que pour faire des études de droit aux États-Unis, vous n'y entrez pas après le bac. Aux États-Unis, vous faites d'abord un undergraduate, donc vous faites d'abord 4 ans d'études dans une matière autre. Ça peut être les sciences po, ça peut être la sociologie, ça peut être autre chose. Et seulement après, vous entrez, si vous réussissez évidemment le concours d'admission,
l'examen d'entrée, vous entrez dans une faculté de droit, dans une law school. Donc en gros, si vous avez 4 ans d'études, vous pouvez entrer en première année de droit après. Les études de droit basiques durent 3 ans pour avoir ce qu'ils appellent un JD, un Juris Doctor, mais qui n'est pas un doctorat, hein, qui est le premier diplôme de droit aux États-Unis. Donc en gros, après 7 ans, vous pouvez le compléter par un master, vous rajoutez 1 an. Et pour ceux qui aiment beaucoup les études, qui ne sont pas pressés de gagner de l'argent, de gagner leur vie, vous pouvez faire un doctorat, un vrai doctorat, ce qui est encore très rare en matière juridique aux États-Unis. Parce qu'en fait, ce n'est pas très valorisé. Hein. Alors, cette matière nouvelle, cette discipline nouvelle, a franchi les frontières, a traversé l'Atlantique et pour aller jusqu'en Europe. Et en 2011, et c'est à saluer, l'Université autonome de Barcelone, dont je salue la directrice du master, qui est le professeur Jiménez Candela, a eu une idée tout à fait remarquable, celle de créer un master Animal Law and Society, qui est une formation interdisciplinaire qui touche un peu au droit, au bien-être animal, à l'éthique, à l'animal dans les représentations artistiques et manifestations culturelles. Et c'est une formation qui est que l'on peut également suivre online depuis 2015. Alors peut-être que parmi vous, je crois savoir qu'il y a au moins une personne qui a suivi cette formation online en 2015. C'est une proposition intéressante pour ceux qui ne peuvent pas aller passer une année à Barcelone. En tout cas, c'est une excellente idée que l'on peut saluer. Sinon, l'Université de Bâle a également lancé un programme, et cette fois-ci un programme doctoral en 2012, qui est intitulé Law and Animals Ethics at Crossroads. C'est un programme doctoral qui dure 3 ans et qui est constitué d'un module de formation et d'un module de recherche. Il se déroule à la fois sur les sites de l'Université de Bâle et de celui de Zurich. En gros, il y a une quinzaine d'étudiants qui sont inscrits dans le cadre de ce programme doctoral qui est tout à fait unique, puisqu'effectivement, là, on s'adresse vraiment à des personnes qui ont déjà un très bon bagage juridique et qui permettent, ou en éthique, et ce qui leur permet ensuite d'avoir un doctorat donc en animal law. Là, on voit qu'en l'espace de 2-3 ans, hein, entre 2011, 2012, 2013, il y a plusieurs propositions de formation en droit de l'animal qui ont été créées en Europe. Alors, je ne vais pas faire un recensement exhaustif, mais après avoir vérifié récemment, il semblerait qu'actuellement, ce droit de l'animal soit enseigné en Angleterre à l'Université d'Essex, dans le cadre d'un programme qui est intitulé Animal Welfare and Wildlife Law, qui propose notamment l'étude du concept de souffrance inutile, qui parle de l'animal dans l'élevage, qui parle également de l'animal dans l'expérimentation animale, et du régime international de la protection des espèces en danger. Vous avez également les 2 universités finlandaises qui enseignent le droit de l'animal. Il y a l'université pardonnez-moi pour la prononciation, Joensuu Law School, qui propose un programme qui s'appelle Animal Law and Policy. C'est en gros une semaine de cours intensifs. Ils abordent les 2 thèmes suivants, le statut juridique de l'animal et le bien-être, et la dignité de l'animal. Ce sont les 2 thèmes qui sont abordés dans le cadre de cette formation finlandaise. Et vous avez l'université d'Abo, avec un petit rond sur le A, anciennement Turku, 2e ville de Finlande, si ça vous intéresse, qui propose le même programme que la précédente, mais en plus un Advanced Animal Law Course, au cours duquel il couvre les sujets suivants, animaux et éthique, l'utilisation des animaux dans l'élevage et l'abattage des animaux, l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, l'utilisation des animaux comme compagnons et pour les loisirs, l'utilisation des animaux pour la fourrure, la protection de la vie sauvage et de l'environnement,
la coopération avec d'autres domaines scientifiques et le développement du droit et de l'influence sociétale. Vous avez également l'université de Northumbria en Angleterre. Alors celle-là, elle a lancé un programme, mais ça fait des mois que le programme qui devait être mis en ligne n'est toujours pas en ligne. Alors je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce programme. J'espère qu'il est enseigné néanmoins. Et une université dans un pays auquel on ne s'attend pas nécessairement, qui est la Pologne, qui est non pas un pays très ancien dans l'Union européenne et qui a été à l'origine de la création d'un programme très intéressant d'une trentaine d'heures à l'université de Silésie à Katowice. Ils abordent les thèmes suivants, donc l'introduction générale aux problématiques liées évidemment à l'exploitation animale, la tradition éthique du traitement des animaux depuis la Grèce antique jusqu'au XXe siècle. Alors, ils évoqueront évidemment Aristote, le christianisme, Descartes, Kant, Darwin. Après, on fait un grand bond, Singer et Reagan, et Francione, pour ceux qui connaissent. Ensuite, ils abordent l'histoire des lois anti-cruauté depuis le XIXe siècle en Angleterre jusqu'aux textes les plus récents dans l'Union européenne. Une étude détaillée de la loi polonaise en matière de protection animale. L'expérimentation animale, donc, ils analysent la transposition de la directive européenne sur l'expérimentation animale de 2010, donc 2010/63. La possibilité de nouvelles réformes possibles, donc ils vont réfléchir, donc c'est également un petit laboratoire d'idées sur la façon dont on peut améliorer la protection animale à travers le droit. Et alors, en Europe également, en février 2013, il y a eu la création, à l'initiative de la LFDA, de l'Université de Barcelone et des universités de Bâle et de Zurich, la création de l'Eurogroupe for Animal Law Studies, que je représente, et qui a pour vocation donc, de promouvoir le développement de cet enseignement dans les universités, et plus précisément dans les facultés de droit en Europe. Aujourd'hui, il y a en gros une dizaine d'universités qui en font partie. Et ce dynamisme de l'enseignement donc de l'animal law ou du droit de l'animal en Europe s'est également concrétisé par la tenue de plus en plus fréquemment de colloques, de conférences, de séminaires, et donc a pu davantage susciter l'intérêt des scientifiques et des juristes sur ce sujet. Alors en France, qu'est-ce qui s'est passé en France? La France n'était jamais franchement en avance sur son temps. Jusqu'à 2015. 2015 a été une année, je pense que c'est une année qui, entre parenthèses, où on a vu à la fois en février 2015 apparaître la sensibilité de l'animal dans le Code civil. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Pour certains, une évolution symbolique, pour d'autres, en quelque sorte, le pied dans la porte pour quelque chose de plus prometteur. Mais surtout en 2015, l'Université de Strasbourg, et plus précisément le Centre européen d'études et de recherche en éthique, a décidé la création d'un programme de formation en droit de l'animal qui peut être suivi de deux manières, soit dans le cadre d'une unité d'enseignement, dans le cadre d'un parcours de Master 2 éthique animale, et également en formation continue, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de former des étudiants, mais également de former des professionnels qui ont un rapport plus ou moins direct avec l'animal. Je vous en parlerai d'ailleurs un tout petit peu plus tard. Je vous parlerai un petit peu de l'expérience qu'on a faite au cours de cette formation. Alors, qui sont les personnes qui sont donc intéressées ou concernées par cette unité d'enseignement, cette formation? Alors, ce sont tous les étudiants qui ont obtenu une licence dans une discipline donnée. Donc, ce n'est pas ouvert uniquement aux juristes, c'est ouvert également à des étudiants qui ont fait de la bio, qui ont fait de la sociologie ou qui ont suivi d'autres cursus, comme la bio. Pour les étudiants en médecine, d'ailleurs, c'est intéressant, ils peuvent suivre ce master de la 3e année d'études de santé. Pour être précis, le terme technique pour les étudiants en médecine, c'est DFG3, sciences médicales. Bon, bref. Donc l'UE de droit de l'animal compte pour 3 crédits ECTS, c'est-à-dire European Credit Transfer System, qui a pour objet, donc, cette unité d'enseignement de donner les informations nécessaires aussi bien aux professionnels sur les règles applicables à l'animal. Alors,
évidemment, ce n'est pas un cours militant, hein, je vous arrête tout de suite. C'est malheureusement que, pour l'instant, je dis malheureusement, vous aurez tout de suite compris si je suis plutôt militant ou plutôt neutre. C'est plutôt un enseignement qui est censé être neutre pour permettre à ceux qui exploitent l'animal ou aux étudiants qui veulent se destiner ensuite à la protection animale de bien comprendre les enjeux, de bien comprendre la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce qu'on veut évidemment faire progresser la protection animale, mais ce qui serait déjà pas mal, c'est de respecter la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce serait déjà pas mal, et on est loin du compte. Donc le programme de cette UE ou de cette formation continue est le suivant. Alors il y a tout d'abord le droit animal, qu'est-ce que c'est? Historique et développement, la définition de l'animal et de sa sensibilité, ensuite le statut juridique de l'animal en France, l'histoire et les développements récents, l'animal vivant à l'état de liberté, l'animal dans la chaîne alimentaire, les animaux, traditions et pratiques religieuses, l'animal en captivité. Alors on évoque 3 activités entre guillemets récréatives que sont les cirques, les zoos et les delphinariums. Sujets très, très intéressants d'ailleurs qui ont suscité de nombreux débats. Ensuite, les animaux évidemment et la recherche scientifique, les animaux de compagnie, la brevetabilité de l'animal, la protection constitutionnelle de l'animal, l'animal et la responsabilité, et enfin le droit comparé. Donc on a essayé de couvrir un petit peu tous les aspects du droit concernant donc l'animal. Alors il s'agit de 21 heures de cours magistraux, bloqués sur 3 jours, 10 heures de TD. Alors les TD ont porté sur 2 thèmes, hein. C'est moi qui me suis occupé des TD. Alors 2 sujets qui en plus ont une résonance dans l'actualité. Le bien-être animal dans les abattoirs, bien-être entre guillemets, dans les abattoirs, entre principe et réalité. Et l'autre sujet, l'expérimentation animale au carrefour du droit et de l'éthique. Alors c'est évidemment 2 sujets qui ont beaucoup passionné les étudiants. Évidemment, les TD n'étaient destinés qu'aux étudiants, hein. Ceux qui ont suivi la formation continue n'avaient évidemment pas de TD à suivre. Les étudiants qui ont suivi ces 2 TD ont maintenant à remettre un projet d'article sur le sujet qu'ils auront retenu parmi ces 2 propositions. Ce qui est également intéressant, c'est de mentionner la création en 2015, je ne sais pas si vous le savez, d'un diplôme universitaire de droit équin, qui a été créé à l'initiative de l'Institut du droit équin, dont je suis membre, et du Centre de sport et de l'économie du sport de l'Université de Limoges. C'est un diplôme universitaire de niveau Bac plus 4, et il dispense une formation sur 2 années universitaires. Alors, au total, vous avez à peu près 126 heures de cours qui touchent à tout, hein, à l'aspect fiscal, l'aspect éthique qui touche évidemment toute la réglementation autour de l'animal qu'est le cheval, et notamment de l'abattage du cheval, qui est toujours possible dans notre système actuel. Alors les conditions d'accès, c'est effectivement être diplômé d'un niveau Bac plus 3 minimum, et il est ouvert, ce diplôme, aussi bien à des étudiants qu'à des professionnels, que ce soit des vétérinaires, que ce soit des avocats, des juristes ou des magistrats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres programmes sont en cours d'études actuellement en France, en cours de réflexion. C'est pas simple d'en créer un, donc on se heurte à de nombreuses difficultés, et je crois que le plus difficile, c'est de faire une entrée du droit de l'animal dans les facultés de droit, qui sont sans doute encore plus rétives que les autres à l'enseignement de cette matière. C'est dommage, mais je pense que le mouvement est amorcé et que tôt ou tard, dans un avenir, je l'espère, le plus court possible, nous aurons un enseignement de droit de l'animal dans une faculté de droit française. Mais on voit déjà des frémissements intéressants, tels que notamment la multiplication de colloques et de séminaires ou de conférences autour du droit de l'animal dans des facultés de droit. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y en a un colloque qui est intéressant qui va être organisé le 15 avril 2016 à l'Université d'Auvergne autour du thème « Le droit et la mort de l'animal ». Donc, si ça intéresse, vous allez sur le site de l'Université d'Auvergne. Il aura lieu, ce colloque, dans l'amphi Truden, pour être précis.
Par ailleurs, vous connaissez évidemment la revue semestrielle de droit animalier qui fait beaucoup pour l'émergence de cette discipline en France. Et comme le disait le professeur Marguenot, dont la réputation n'est plus à faire et qui est en quelque sorte le père du droit de l'animal en France, ce qu'il faut maintenant, c'est d'avoir de plus en plus d'étudiants, de thésards qui cherchent à faire une thèse en droit de l'animal pour avoir des juristes de très haut niveau, parce que sans doute plus que les autres juristes, les juristes en droit de l'animal, et je cite Jean-Pierre Marguenot, doivent être meilleurs que les autres pour avoir une reconnaissance déjà sur le plan technique, sur la technique du droit, en disant que ce ne sont pas uniquement des gens qui sont frappés de sensibilité, qui sont un tout petit peu attardés mentaux, hein, pour certains. On considère que ceux qui s'intéressent à ces sujets, ils ont un gros problème. Il faudrait peut-être voir un pédopsychiatre, peut-être que dans leur enfance, quelque chose a expliqué leur intérêt. Surtout pour un homme, hein. Pour une femme, c'est normal, une femme c'est sensible, tout le monde le sait, donc c'est pas un débat. En revanche, pour un homme, c'est quand même un truc extrêmement bizarre. Il a dû subir bien des traumatismes quand il était petit. Donc voilà, j'essaye de passer entre les gouttes quand on me sort ce genre d'argument en disant qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre, quand tu étais jeune. Et oui, ben, j'ai réussi à survivre en faisant du droit de l'animal. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. J'espère simplement que ce type de préjugé va disparaître rapidement. Et je compte sur vous dans la salle pour faire en sorte que ça disparaisse. Alors, il n'y a pas que l'Europe, hein, il y a d'autres pays, d'autres zones géographiques dans le monde qui s'intéressent au sujet, et alors surtout dans des pays qui sont un peu bizarres. Le Kazakhstan. Qui c'est qui a déjà entendu parler du Kazakhstan, à part du fait que c'est une démocratie dont la réputation n'est plus à faire, et qui intéresse beaucoup d'hommes politiques français qui font partie d'ailleurs, il y a beaucoup de parlementaires qui font partie d'une association des Amis du Kazakhstan. Je pense que c'est parce qu'il y a du gaz et du pétrole qu'on s'intéresse beaucoup au sujet, sans doute pas parce qu'il y a un cours de droit de l'animal. Ce cours de droit de l'animal existe d'ailleurs au Kazakhstan depuis le printemps 2013. C'est original. Ils n'ont aucune réglementation en matière de droit de l'animal, mais ils enseignent du droit de l'animal. Donc, c'est intéressant. C'est un sujet qui est à l'initiative du professeur Maria Bedeldinova. 45 heures quand même de cours, hein. C'est pas mal. Et alors évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de juristes en droit de l'animal au Kazakhstan, ils importent temporairement, je pense avec la bénédiction des autorités locales, des juristes étrangers, notamment des professeurs américains. Alors il y a notamment le professeur David Favor, qui est un des grands juristes américains qui s'occupe de droit de l'animal. Il y a Steve Wise, des gens très réputés qui interviennent dans le cadre de cette formation, quand même tout à fait originale et qui a attiré quand même jusqu'à présent 90 étudiants. Donc voilà. Sinon, il y a le Brésil. Alors Brésil, on n'est pas loin d'ailleurs de l'époque du carnaval de Salvador de Bahia. C'est justement à Salvador de Bahia qu'a été créé un institut de recherche extrêmement actif sous la direction du professeur, je prends mon élan, Héron José de Santana Gordillo. Il s'agit du NIPEDA. Je vais essayer de prononcer le terme, la désignation exacte en portugais, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa y Extenso M Direito Ambiental et Direito Animal. Voilà, j'y suis arrivé. Je ne sais pas si vous avez compris, mais enfin, c'est un institut qui a pour objectif de réfléchir à l'animal dans le droit. Et alors, ils ont un programme très original. Ce n'est pas uniquement de l'enseignement du droit de l'animal, la réglementation, c'est très créatif, hein. Par exemple, ils ont la dignité de l'animal, le véganisme, la non-violence, l'égalité des espèces. Voilà les matières qui sont enseignées, hein. Donc on est loin du code civil, du code pénal, en disant oui, l'article 521.1 du code pénal réprime les actes de cruauté. Donc là, on est vraiment dans la créativité. Et cet institut tout à fait remarquable publie une revue de grande qualité. Le problème, c'est qu'elle est en portugais. La Reviste Brasileira de Direito Animal. Alors, ceux qui parlent ou qui comprennent le portugais peuvent se rendre sur le site de cet institut, le NIPEDA, et y trouver beaucoup d'informations intéressantes. Malheureusement, bon, le problème, c'est que ce n'est pas à la portée de ceux qui ne parlent pas le portugais.
Alors, en conclusion, qu'est-ce qui est intéressant à rappeler? C'est qu'en l'espace de, en gros, 15 ans, l'enseignement du droit de l'animal dans le monde a connu une expansion extraordinaire. Et notamment, d'ailleurs, au cours des 10 dernières années. Alors, je vous l'ai dit, c'est une matière qui est née aux États-Unis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, on est face à un paradoxe. On se rend compte que les pays où le droit de l'animal, en tant que matière, discipline juridique, est né, c'est un pays où la réglementation est quasiment inexistante ou vraiment sommaire. Il y a très très peu de textes réglementaires aux États-Unis qui protègent l'animal. Donc, on a l'impression qu'en fait, le droit de l'animal, l'enseignement de ce droit de l'animal, s'est beaucoup développé dans les pays où il n'y a pas de réglementation ou pas grand-chose. L'exemple du Kazakhstan est d'ailleurs tout à fait évident. Et en Europe, qu'est-ce qu'on a fait? On a finalement, en Europe, on a fait confiance aux hommes politiques. On s'est dit, bon, de toute façon, la réglementation, elle a évolué. On s'est contenté un peu de ça. Et donc, on estime qu'il n'y a pas beaucoup d'actions à entreprendre de ce côté-là. C'est un peu étrange et on se rend compte que, comme je vous le disais, cette discipline s'est développée dans des pays où il n'y a pas de réglementation et les pays où il y a la réglementation, finalement, on s'y est pas intéressé ou uniquement très dernièrement, comme c'est le cas en Europe depuis 2011 grâce à Barcelone. Alors, pourquoi ce paradoxe? Alors, il n'y a pas d'explication claire. Alors moi, j'avance quelques éléments. D'une part, ce sont des pays de common law. Alors, pour les juristes, c'est des pays de droit non écrit, issus principalement de la coutume et du précédent, donc de la jurisprudence, et non pas des pays de droit civil où tout est codifié, notamment la France qui repose sur de nombreux codes et de textes écrits. Et donc, les juristes américains ont trouvé dans l'exercice du droit, dans les affaires qu'ils ont apportées, qu'ils ont présentées aux tribunaux, l'occasion de développer la protection animale. Et vous le savez très bien qu'il y a notamment des initiatives tout à fait révolutionnaires qui ont eu lieu aux États-Unis, notamment, si vous avez suivi un petit peu le Non-Human Rights Project de Steve Wise pour la reconnaissance de l'habeas corpus en faveur de chimpanzés ou de gorilles. Je crois qu'il y a encore 2 jours, il a déposé une nouvelle procédure devant une cour américaine. Donc en fait, les juristes se battent justement pour améliorer la protection animale. Alors que chez nous, on a plutôt tendance à considérer que bon, voilà, c'est le travail des politiciens, on exerce un peu de pression, mais enfin, ce n'est pas tellement le boulot des juristes. Et par ailleurs, il faut surtout souligner le rôle qu'ont joué les étudiants dans la création de ces cours de droit de l'animal. Les étudiants américains ont été véritablement les moteurs de cet enseignement en demandant aux universités américaines un tel enseignement. Ils n'ont pas attendu que des propositions soient faites, c'est eux qui ont poussé. Bon, voilà. Alors, en France, ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a des gens qui sont intéressés par des cours de droit de l'animal, curieusement moins en fac de droit qu'ailleurs. Mais en tout cas, les étudiants américains ont joué un rôle considérable sur le sujet. Sinon, il y a également ce qu'ils appellent des chapitres ou des chapters, dans des associations d'étudiants américains qui ont été créés dans, je crois, 187 universités, destinées à promouvoir l'animal law dans les universités, et notamment promouvoir l'animal law sous je dirais, un aspect militantiste pour faire progresser la protection animale. Le Québec s'y est également mis, puisque, je ne sais pas si vous connaissez, l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, a créé un chapitre d'étudiants dénommé, je prends mon inspiration, le Fonds étudiant pour la défense de l'intérêt juridique des animaux du département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. C'est le FEDIJA. Et ce FEDIJA cherche à instituer des partenariats dynamiques interuniversitaires pour produire de la recherche sur le sujet. Il est là pour provoquer ce qu'ils appellent le décloisonnement et la diffusion des connaissances touchant les différents aspects de la réflexion sur la condition juridique. Et il organise également de nombreux forums, colloques, conférences, séminaires qui sont nécessaires à la diffusion de l'information et donc indirectement à la progression de la protection animale. Et surtout que tous ces forums sont ouverts à un public extrêmement large.
Et pour en revenir à des conférences qui sont réputées aux États-Unis, vous avez notamment celle de Lewis and Clark, je reviens encore sur cette université tout à fait remarquable aux États-Unis, qui organise chaque année au mois d'octobre une Animal Law Conference qui est vendue, sold out, depuis en général des semaines, voire des mois avant sa tenue. Ensuite, il faut bien souligner que les universités américaines sont beaucoup plus audacieuses et disposent de beaucoup plus de moyens que les universités européennes et notamment françaises, où l'indigence, des fois, est tout à fait triste. Et je dirais, j'ai déjà vu des universités dans des États qui sont tout à fait consternants. Et évidemment, tout s'explique. Hein. Les universités sont ouvertes à une grande frange de la population en France, en particulier. Aux États-Unis, pour accéder à un enseignement supérieur, vous devez verser en moyenne entre 30 et 40 000 $ chaque année. Le master de Lewis and Clark aux États-Unis coûte 35 000 $ pour une année. Donc évidemment, ça limite beaucoup l'accès des étudiants, à comparer avec la formation de droit animal à l'Université de Strasbourg, qui est de 1 150 € pour les professionnels et qui est dans le cadre de l'inscription au Master 2 des étudiants. Donc ça doit être, je ne sais plus quel est le coût de l'inscription dans un Master 2, ça doit être autour de 300 €, je pense, pour une année. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est de noter que dans les pays de droit civil, hein, je l'ai déjà un petit peu amorcé ce sujet, dans les pays de droit civil, on attend beaucoup de l'État, des législateurs, pour faire avancer la protection animale. On sent quand même que de plus en plus les citoyens prennent les affaires en main, les choses en main, et font pression sur les politiques pour faire évoluer la protection animale. Et on a vu récemment, je crois que tout le monde se souvient de ces images, les images qui avaient été tournées par L214 dans l'abattoir d'Alès, qui a suscité quand même une très très grosse émotion dans le pays, y compris de ceux qui, a priori, consommaient de la viande tous les jours. Donc je pense que tout ceci participe à un mouvement qui est en marche, qui va avancer, qui va continuer d'avancer. On n'est pas encore, évidemment, au terme de cette évolution, qui va sans doute nécessiter de nombreuses années. Mais on voit quand même que les étudiants se bougent, le peuple, dans sa grande majorité, est quand même sensibilisé à la souffrance animale, même s'il continue d'ailleurs par ailleurs à consommer de la viande. Mais incontestablement, le droit de l'animal dans un horizon, disons, de 5 à 10 ans, va faire son entrée dans plus d'universités françaises et notamment dans des facultés de droit. C'est ce qu'il faut à la fois espérer et je pense que de toute façon c'est quelque chose qui est inéluctable. Je pense que en particulier grâce à la pression que vont pouvoir exercer des étudiants, si on voit que les modules qui sont créés ont du succès, ça va inciter forcément d'autres universités à suivre le mouvement. Strasbourg par exemple, avec 20 inscrits pour la première session, je pense qu'on peut parler d'un succès. Et je pense que ces personnes vont faire de la pub. On fait de la pub par ailleurs par Internet, par Twitter, par Facebook pour cette formation. Et je pense que ceci va créer évidemment des appétits dans d'autres universités. Et je pense que dans un horizon très bref, on aura d'autres propositions de formation en France. Et je crois que on peut conclure en disant que c'est par le droit que finalement, ou c'est puisque le droit permet ou tolère la souffrance animale, c'est précisément par le droit qu'il faut essayer d'y mettre un terme, ou au moins de limiter cette souffrance dans la mesure du possible. Et je crois qu'il faudra tout faire pour que le possible soit réalité dans un avenir proche. Je vous remercie pour votre attention. Je vous présente un fox terrier, un âne, qui ont fait donc les relations interspécies, comme disent certains, sont tout à fait. Il n'a pas fait d'études. D'ailleurs, ni le fox terrier ni l'âne. Et vous voyez qu'il y a une petite complicité sympathique. Certains diront que c'est de l'anthropocentrisme ou l'anthropomorphisme, pardon. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup pour vos deux interventions très approfondies, très complètes. Je vais donc passer le micro voilà, aux personnes qui souhaiteraient poser des questions. Oui. Merci. La question est pour vous deux. Je m'appelle André Ménage, je suis le directeur de l'association Antidote Europe et on se connaît par mail. Je voudrais tout simplement, si vous pouvez nous donner, pour les élèves des collèges et des lycées qui ne veulent pas participer aux dissections pendant les cours des SVT, si vous pouvez leur donner des lignes directrices ou un conseil, comment éviter, donc comment utiliser leur droit de conscience et comment utiliser la directive qui dit que s'il existe des alternatives performantes, il faut les utiliser. Oh, je crois que c'est vous qui est la mieux. Oui, mais maintenant, depuis un an, enfin, les dissections sur des petits animaux qui auraient été élevés, enfin, ce qu'on appelle le matériel de laboratoire, hélas, sont interdites depuis donc très récemment. En revanche, ce qui reste possible, c'est de disséquer des organes d'animaux qui sont des animaux qui ont été tués de toute façon pour la boucherie. Et je pense que ça pose moins de dilemmes aux élèves et aux familles. Les élèves sont peu conscients des directives, ce à quoi vous faites référence, et ils n'ont pas le réflexe de s'appuyer derrière du droit. En revanche, ce que j'ai quand même, avant même que il y ait cette interdiction qui est venue par une circulaire adressée au recteur de recourir à cette dissection de petits animaux élevés spécialement pour cela, il y avait déjà des façons de se défendre. Déjà, il y avait des élèves qui boycottaient, mais en expliquant rationnellement pourquoi ils ne voulaient pas y participer. Et souvent, les enseignants avaient d'ailleurs pour consigne de ne pas les pénaliser pour cela, mais de leur donner un travail alternatif à faire. Je sais que mes propres enfants, à qui je n'avais pourtant pas parlé de mes engagements sur ce thème-là, ont réagi comme ça spontanément quand ça leur était arrivé, mais ça remonte déjà pas mal d'années. Donc je pense que le problème maintenant est moins aigu, justement, depuis cette circulaire, qui a été un énorme soulagement, quand même, pour beaucoup de personnes qui déploraient ce massacre en masse. Si on voit à l'échelon des élèves de France, c'était absolument un véritable massacre. Ouais. Donc je pense que le problème est moins aigu maintenant avec ce travail. Mais ceci dit, on ne peut aussi que souhaiter qu'il y ait davantage de simulation numérique. Quand on voit les choses extraordinaires maintenant qui se font sur tableau interactif, sur simulation numérique, on peut regretter qu'on se dise qu'on va donner la connaissance de du biologique en amenant un enfant à disséquer. Même moi, dans mes propres cours en psychologie, on nous faisait travailler sur... D'ailleurs, je refusais, je boycottais régulièrement et j'encourais les foudres de l'enseignant. Mais on travaillait sur des lapins dont la calotte crânienne avait été retirée pour expérimenter. Qu'est-ce que ça... Il était parfaitement conscient, il nous regardait. Et il fallait titiller des zones du cerveau pour déclencher telle réaction. C'était absolument monstrueux. Enfin, je sais que moi, je me suis toujours opposée instinctivement à ce genre de choses. Je n'étais pas la seule. Mais pour les élèves, je pense qu'ils ont maintenant des alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Un commentaire particulier à faire sur le domaine juridique. Parce qu'en fait, j'enseigne dans le cadre d'une formation en droit, donc l'aspect utilisation de l'animal comme support ne se pose pas. Donc, si quelqu'un a une autre question, enfin qui concerne aussi bien Madame Droz que... Bonjour, merci à tous les deux pour vos interventions, c'était très intéressant. Du coup, j'aurais une question pour chacun d'entre vous. La première, du coup, pour Madame. Est-ce que vous savez si dans le réseau des SP, en fait, d'autres SP font les ateliers que vous faites, vous, chez vous, en Lorraine ? Alors, beaucoup d'ESP pratiquent de la philosophie pour enfants, mais ce sont souvent des pratiques optionnelles. Alors, ça va peut-être changer maintenant que l'enseignement moral et civique, pour la première fois, introduit le mot philosophie pour enfants. Plus exactement, débat à visée philosophique. Parce que les agrégés de philosophie n'aiment pas que l'on galvaude le mot de philosophie.
Donc, le mot débat réflexif à visée philosophique est introduit vraiment dans les textes maintenant de cette nouvelle enseignement de morale et civique comme étant un outil parmi d'autres pour faire émerger une conscience réflexive, une pratique argumentée, un sens de la dialectique, la prise de position, y compris dans les contradictions sur des questions vives, des sujets sensibles. On peut juste regretter que la philosophie pour enfants en France ne pose pas la question animale, pratiquement. C'est-à-dire que la philosophie pour enfants porte le même biais que celui qui altère la philosophie tout court. C'est-à-dire que c'est vraiment une perspective essentiellement anthropocentrée. Et la question de l'éthique animale rentre assez rarement dans les questions d'éthique générale, bien qu'elle ait été posée comme un sujet à l'agrégation de philosophie en 2012, et qu'elle commence à rentrer également dans d'autres concours de grandes écoles. Mais dans l'enseignement secondaire, on en parle très peu. C'est pour ça que j'ai voulu souligner la méthode de Lippmann, qui est vraiment originale et qui, Dieu merci, s'est répandue dans plus de 40 pays dans le monde, où elle est même souvent au programme dans les cycles des écoles. Donc à l'ESP, ça peut changer par des étudiants qui feraient des thèses sur ce sujet, par exemple. Parce qu'en même temps, l'enseignement supérieur laisse une grande liberté. Et ce n'est pas parce qu'on ne pense pas à créer quelque chose qu'on ne peut pas le mettre en place. La preuve. Et après, il suffit d'en démontrer l'intérêt. Et à partir de là, les choses peuvent se répandre. La philosophie pour enfants est un sujet extrêmement vaste. On peut aborder des quantités de thématiques. Et l'éthique animale peut y rentrer tout naturellement. D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure, j'étais prise par la communication orale et j'ai oublié de passer des slides. Et je me demande d'ailleurs si Agnès aurait l'autorisation, la possibilité de passer une slide où il y a les associations qui offrent des kits pédagogiques, dont moi-même je me sers. Gaia Kids est venue en Lorraine à l'université dans le cadre de mon atelier de philosophie pour enfants. Et j'ai pu voir la pertinence de leurs outils. Et je pense que des enseignants peuvent tout à fait piocher dans ces ressources éducatives. Et donc, s'il était possible de passer l'avant-dernière slide sur les associations, je ne les ai pas toutes en mémoire, mais enfin, il y a la LPO, il y a Gaia, qui est remarquablement bien avancée, il y a la Fondation Bardot, il y a One Voice, il y a Wellfarm, il y en a bien d'autres. Et il y a la liste, et puis avec les sites correspondants. Et ça peut aider ceux qui sont enseignants parmi la salle, éventuellement, à aller piocher dans les ressources. La plupart des ressources sont téléchargeables sur Internet. Et la Fondation Bardot distribue même gratuitement les fascicules, à la fois pour l'enseignement élémentaire, le collège et le lycée. Donc, si on attend que ça vienne d'en haut, je pense qu'on pourra attendre encore longtemps. Je pense qu'il faut que les enseignants se mettent en œuvre, se mobilisent, se fournissent les bons outils, et voilà, et les enfants suivent. Et c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Ça marche. Et du coup, j'ai juste une deuxième question sur, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en sortant d'un master de droit de l'animal au-delà d'avocat? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Enfin, je pense que vous n'avez pas beaucoup de recul sur l'insertion professionnelle puisqu'il est nouveau. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Déjà, ce n'est pas un master en droit de l'animal, donc c'est simplement une UE dans le cadre d'un master éthique animale. Donc je ne peux pas vous répondre sur le programme en fait que nous avons lancé. En revanche, aux États-Unis pour le master en animal law, c'est un diplôme qui est souvent suivi par des gens qui sont déjà dans la vie active, mais également par des étudiants, mais aussi par des gens qui sont déjà dans la vie active. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme en droit de l'animal? C'est une très bonne question, et c'est justement un des freins au développement de cette discipline, c'est que la question qui se pose inévitablement quand vous souhaitez créer un tel enseignement, c'est de dire « Ok, c'est bien, il existe 6000 masters en France. Vous voulez en rajouter un 6001e? Ok, concrètement, quels sont les débouchés ?» Alors évidemment, débouchés, ce n'est pas forcément évident. Alors, on peut effectivement être avocat et s'occuper de droit de l'animal. Le problème, c'est que si vous souhaitez payer les frais d'installation de votre cabinet, votre loyer, donc éventuellement votre secrétaire, les abonnements, je ne pense pas que ce soit avec les dossiers de droit de l'animal que vous allez pouvoir le faire. Donc c'est toujours une activité que vous pouvez exercer à titre complémentaire. Si vous voulez l'exercer à titre principal, ça veut dire que vous rejoignez alors une organisation de protection animale, principalement, hein, donc une fondation, une association qui pourrait vous embaucher, puisque certaines associations ont des services juridiques donc, pour engager des procédures, notamment en cas d'acte de cruauté exercé sur des animaux.
Sinon, vous pouvez continuer dans l'enseignement, hein, l'enseignement supérieur, devenir chercheur, enseignant en droit de l'animal. Ce ne sont pas non plus les postes qui se bousculent, les propositions qui se bousculent. Donc, c'est effectivement assez difficile. Mais sinon, encore une fois, vous pouvez l'exercer indirectement et de manière évidemment pas, je dirais pas à plein temps, lorsque vous exercez également dans la fonction publique. Si vous êtes fonctionnaire dans certaines activités, vous pouvez être concerné par des textes de réglementation animale. Alors, c'est moins souvent de la protection que de l'application de réglementation contre les animaux ou de protection plutôt des humains contre les animaux. Mais voilà, en tant que fonctionnaire, vous pouvez également faire du droit de l'animal. Et vous savez qu'au ministère de l'Agriculture, vous avez un bureau du bien-être animal. C'est une originalité française quand même de faire dépendre le bureau du bien-être animal de l'agriculture. Bon, ça résume beaucoup de choses sur la façon dont on approche ce sujet en France. Mais vous avez un service de grande qualité qui est dirigé par M. Langui, que je connais et qui est quelqu'un de tout à fait respectable et voilà, quelqu'un qui pratique du droit de l'animal à longueur de journée. Donc voilà, c'est une possibilité également, oui. Mais c'est vrai que les débouchés, ce ne sont pas les débouchés que vous pouvez avoir si vous faites une école supérieure de commerce, hein. En gros, si vous voulez faire de l'argent, ce n'est pas du droit de l'animal qu'il faut faire. Il faut faire autre chose. Il faut effectivement faire des tableaux Excel et terminer comme contrôleur dans une société côté au CAC 40, mais pas en faisant du droit de l'animal. Voilà. Il y a une question ici au centre. Merci. Je suis Joël Lequen, un des coordinateurs du Protec, qui est un collectif de psy qui s'oppose à l'accès des mineurs dans les arènes. Ma question est pour Madame Droz. Vous avez mis en avant beaucoup d'idées pour prendre en compte finalement la question animale dans l'enseignement. Il y en a peut-être une qui m'a échappé, que je n'ai pas entendue, c'est celle du lien, c'est-à-dire du lien qu'il y a entre tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on résume sous le terme cruauté envers les animaux et violence interhumaine. Ce lien-là aujourd'hui est très étayé, très documenté. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, je crois que ce lien, il est effectivement relaté, il est observé, il a été décrit, il est identifié. Et je crois qu'on est dans nos sociétés, il y a un discours extrêmement pernicieux qui vient même d'une sorte de psychanalyse mal comprise, qui consiste à dire que puisque l'homme serait naturellement violent, il lui faut un exutoire. Et que l'exutoire, finalement, ce serait une façon détournée vers l'animal, une violence intrinsèque à l'homme, ce serait une façon d'éviter qu'elle se déporte sur le semblable. Et là, je crois qu'il y a une désinformation absolument dramatique. D'abord, il n'est pas certain que l'homme si naturellement violent que cela, même si on parle de violence fondamentale. Bergeret avait écrit un ouvrage sur cela. Il y a une capacité, effectivement, à la violence, mais c'est avant tout une énergie vitale, un instinct de vie, une agressivité au sens étymologique d'aller vers, qui, lorsqu'elle rencontre un obstacle, lorsqu'elle n'est pas canalisée par l'éducation, peut effectivement devenir une pulsion de violence. Mais je pense que l'éducation a un rôle énorme à jouer à ce niveau-là, et qu'il suffit de voir dans une famille un enfant qui écrase un petit animal, et si ses parents lui disent « non, ne le fais pas, cet animal, il peut ressentir la douleur comme toi, écarte-le, mets-le de côté, hors de ton chemin, mais ne l'écrase pas », ou les parents qui lui disent « tu peux y aller, c'est qu'une bête », eh bien, déjà le destin de la pulsion ne va pas être la même. Chez l'enfant qui reçoit des messages de banalisation, de détruire l'animal, ou celui qui reçoit au contraire un message de respect de ce qui est tout petit, tout humble sous ses pieds. On a des exemples, même s'ils sont malheureusement minoritaires, il faut les chercher à la loupe, mais on a quand même, en Inde, il y a ce peuple qui compte, je crois, de mémoire, presque 600 000 personnes, les Bishnoïs, qui montrent l'exemple qu'une éducation à non-violence qui commence tout petit amène tout un groupe humain à respecter les animaux. Et on ne va pas dire qu'ils sont nés violents, hein. Ils ont été éduqués à canaliser les pulsions de tout être humain dans le sens de la protection. Et comme par hasard, c'est dans ces peuples-là, dans ces
dans ces groupes humains-là qu'on trouve les meilleures luttes contre les discriminations. C'est là que les filles ont été à l'école le plus tôt. Et même des gens non bichnoi se battent pour mettre leurs enfants dans ces écoles parce qu'elles montrent un degré d'avancement en termes de conscience morale dont le bénéfice se retentit sur toute la communauté. Donc non, l'homme n'est pas naturellement violent. Par contre, il est facile de le rendre violent, effectivement, par une non-canalisation de ces pulsions originelles. Je voudrais rebondir sur le sujet, la question qui a été posée en vous informant. Alors, peut-être certaines personnes le savent déjà, c'est que le FBI aux États-Unis classe depuis 2016 les actes de cruauté sur les animaux ou la maltraitance animale comme étant, en tout cas, ils répertorient les cas puisqu'ils ont fait le lien, comme vous l'avez évoqué, entre violence exercée sur les animaux et violence domestique en particulier. Donc, des études ont montré que des tueurs en série avaient commencé leur parcours criminel en torturant des animaux. Donc, le FBI a maintenant pris conscience de cette réalité pour suivre de très près des affaires d'actes de cruauté sur les animaux. Oui, d'ailleurs, il y avait eu un très beau colloque qui avait eu lieu à Aix-en-Provence, je crois. D'ailleurs, il fait partie de ma bibliographie, mais je ne sais pas si... Agnès, tu peux t'occuper de faire bouger un peu les slides. D'abord, parce qu'il y a une deuxième slide sur les outils pédagogiques. Et puis surtout, il y avait une bibliographie dans laquelle, entre autres, je mentionnais ce fameux colloque d'Aix-en-Provence, dans lequel il y avait justement des psychiatres, des juristes, des psychologues, et qui s'intitulait « L'animal sentinelle de la violence ». Et c'était à la fois le signalement que la violence envers l'enfant, enfin envers l'animal, peut précéder des violences envers enfant et envers animal, elles sont parallèles. Et également, un enfant qui est violent envers l'animal, ça peut être aussi le marqueur d'une difficulté chez cet enfant-là. Donc, ce n'est pas l'expression d'une pulsion naturelle, c'est peut-être au contraire une violence intrinsèque qui peut être le fruit d'une violence éducative. Quand on travaille en psychothérapie avec des enfants, on se rend compte que leur rapport à l'animal est vraiment un révélateur. D'ailleurs, on a des tests projectifs comme le CAT, qui est un test qui était dérivé du thématique à perception test, c'est un test de projection. On donne des contenus semi-structurés, l'enfant doit élaborer une histoire ou un récit autour. Et donc la variante pour les enfants repose sur des figures animalières. Et on a également le test du patte noir, assez souvent pratiqué, dans lequel l'enfant, ce qu'il dit sur les images semi-signifiantes dont il doit élaborer la partie manquante du message, sont extrêmement révélateurs du rapport qu'il a avec ses propres pulsions et souvent avec des messages qu'il a reçus dans sa propre éducation. Donc on revient toujours au caractère fondamental de l'éducation. Et c'est là que si on fait reposer le respect de l'animal uniquement sur l'éducation donnée par les familles, on est vraiment mal. Parce qu'il y a des familles qui vont effectivement donner ces valeurs, d'autres qui vont donner le contraire. Et à partir de là, l'école, qui devrait réduire les inégalités dans l'accès à cette conscience éthique, doit jouer un rôle fondamental pour donner aux enfants un socle commun de réflexion, dont certains ne l'ont pas dans leur famille. Ils ont même parfois le message inverse. Donc si on veut que les choses bougent vite, il faut que ça passe par l'école, donc par un message qui est distribué à toute une nation en même temps. Et c'est peut-être là que l'école française a quelques manques, parce qu'elle omet systématiquement cette thématique-là. Et cette éducation ne s'arrête pas uniquement à l'école, mais devrait également accompagner la formation, notamment de ceux qui sont chargés de faire respecter la réglementation animale, et notamment la protection animale en France, notamment les policiers, les gendarmes, qui trop souvent, lorsque vous allez les voir à la suite d'un acte de cruauté ou d'une maltraitance, vous renvoient en disant « ouais, bon... souvent, ils ne savent pas quel est le texte qui s'applique, demandent en gros, mais il y a des textes qui protègent. » Donc, on voit bien que la nécessité de formation concerne également les policiers, les gendarmes, qui doivent faire, qui d'ailleurs souvent font un très beau travail sur des dénonciations d'actes de cruauté. Je crois qu'aujourd'hui a été arrêté le dernier suspect d'un rodéo barbare, plusieurs personnes qui avaient eu une excellente idée d'utiliser un petit véhicule utilitaire pour percuter des vaches, ce qui est évidemment c'est très amusant, et évidemment c'est pas grand-chose puisqu'il s'agit dans leur esprit d'objets. Donc le dernier suspect a été arrêté a priori aujourd'hui. Donc on voit bien que la gendarmerie, la police ont un rôle à jouer. Il faut les accompagner également dans la formation en matière de réglementation animale, parce que le premier poste où vous allez voir, que vous allez consulter quand vous êtes témoin ou quand vous êtes victime d'une maltraitance
animal, c'est d'aller voir le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent. Souvent, on vous envoie, on vous dit, bon, bah, écoutez, retournez chez vous, ça ne peut pas faire l'objet d'un dépôt de plainte. Au mieux, on vous prend une main courante, et puis c'est tout. Donc il faut également les former également les magistrats, qui ont un rôle considérable à jouer, et également les avocats, puisque les avocats doivent être créatifs. Hein, et je voudrais d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, évoquer une première affaire qui est intéressante, qui est sur la base de l'article 515-14 du Code civil, qui dit donc que l'animal est un être doué de sensibilité, un être vivant doué de sensibilité. Un tribunal à Metz a ordonné pour la première fois une expertise judiciaire d'un cheval qui avait été mal soigné par un vétérinaire et dont le propriétaire, grâce à son avocat qui était très créatif, s'est fondé sur l'article 515-14 pour demander une expertise judiciaire pour évaluer le precium doloris de l'animal, donc le préjudice de douleur de l'animal. Et le tribunal a accédé à la demande, ce qui est quand même pas mal. Donc là, on réparerait, évidemment, l'argent in fine, si ce préjudice est reconnu, ira entre les mains du propriétaire, bien entendu, pas du cheval. Mais on prend en compte la souffrance propre de l'animal. Et ça, c'est nouveau. C'est le premier cas dont j'ai connaissance. Alors, le problème, c'est qu'on a du mal à accéder à toute l'information. Hein. Il n'y a pas un recensement de toutes les actions qui sont introduites en France. Mais en tout cas, celle-ci mérite d'être saluée. Et d'autre part, également saluer une décision de la Cour de cassation du 9 décembre 2015 que vous avez peut-être vu paraître dans certains journaux, qui refuse l'application de la garantie de conformité à un animal en disant que l'animal est un être unique, non substituable. Il rappelle que l'animal n'est pas une chose. Donc, en l'occurrence, il s'agissait de quelqu'un qui avait acheté un animal, un petit chien, chez un éleveur. Ce chien était affecté d'une maladie grave qui entraînait la cécité progressive de ce chien, encore très jeune. Le propriétaire, entre guillemets, a voulu conserver son chien et donc le faire opérer plusieurs fois pour qu'il ne perde pas la vue. Ensuite, cette personne a demandé à ce que l'éleveur prenne en charge les frais. L'éleveur a dit, écoutez, moi, tout ce que je peux vous proposer, c'est de remplacer votre chien. Hein. Vous me donnez le vôtre, je vous en donne un nouveau. Hein. Donc, c'est bien l'aspect objet qui était mis en avant. Et la Cour de cassation, le tribunal, au fond, avait de toute façon jugé que l'animal n'est pas une chose, et donc la garantie de non-conformité ne devait pas s'appliquer. La Cour de cassation a confirmé. Hein. Donc, on voit bien cette sensibilité nouvelle des magistrats à considérer l'animal comme un être sensible, qui n'est pas une chose, pas uniquement dans le texte, mais encore une fois, c'est une réalité, ce n'est pas une chose, donc il faut en tenir compte. Et voilà, donc la Cour de cassation a reconnu que la nécessité pour l'éleveur de rembourser l'intégralité des frais de traitement de ce chien. Voilà, leur tourne, donc on va prendre une dernière question ici sur votre droite. Bonjour, Sophie Hill de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, directrice que M. Neumann connaît bien. Connais, oui. Merci à vous deux pour vos présentations extrêmement intéressantes. Et puis bravo pour l'ouverture de cette unité d'enseignement à Strasbourg. J'avais 3 questions, mais vous venez de répondre à la 3e en parlant de l'enseignement envers les forces de l'ordre et les magistrats, qui est vraiment très importante, parce qu'on a beau avoir une réglementation, si elle n'est pas connue, elle ne sert pas à grand-chose. Je suis par ici. Non, mais oui, justement, c'est bien d'avoir le spot dans la figure, mais c'est vrai qu'on ne voit plus les gens après. Donc j'avais 2 petits ajouts à part ça donc à ajouter, forcément. Je voulais signaler un prix que vous connaissez aussi très très bien, puisque vous avez participé activement à sa mise en place. C'est le prix de droit de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui intéressera peut-être les personnes dans la salle, qui est un prix qui a pour vocation de récompenser des juristes, des enseignants, etc., qui travaillent à faire reconnaître le droit animal en tant que véritable discipline juridique. Donc les candidatures seront acceptées jusqu'à juin 2015. Renseignez-vous si vous êtes susceptible d'être intéressé. Et je voulais aussi signaler la revue de la Fondation qui peut aussi intéresser
les gens dans cette salle, qui est la revue Droit Animal, Éthique et Sciences, publiée par notre fondation, et qui a une section de droit animal, en plus d'une section éthique et sciences. Et voilà, je vous conseille d'aller la lire. Je pense que ça vous intéressera. Et ah oui, je voulais juste corriger, c'est pas le bureau du bien-être animal au sein du ministère, c'est le bureau de la protection animale. Ça change pas grand-chose. Mais Ouais, c'est encore pire. c'est encore pire. Non, Voilà. non, mais je veux dire, de faire dépendant ça du ministère de l'Agriculture. Bon, bref. Je voulais également signaler et rendre hommage à la LFDA, dont j'ai été le vice-président à un moment donné, pour son grand travail, travail de qualité, et surtout d'avoir aussi soutenu le cycle de conférences-débats qui a eu lieu à Strasbourg autour de du lancement de la formation de droit animal, un ensemble de conférences qui avait trait à l'éthique et au droit de l'animal, et qui a rencontré un grand succès, et succès qui, j'espère, sera renouvelé cette année, parce qu'on va reprendre ce cycle de conférences-débats qui intéresse beaucoup les étudiants et d'ailleurs les professionnels dans leur ensemble, y compris les vétérinaires. Donc merci à la LFDA pour son soutien. Voilà. Est-ce qu'il serait juste possible que quand je mettais les ressources pédagogiques, s'il y a des enseignants dans la salle, il y a un slide sur les deux qui vient d'être passé. Est-ce qu'il est possible de terminer sur... Voilà. Là, c'est des associations qui ont maintenant des outils bien adaptés. Et ça peut être intéressant de... C'est parfois même des outils clés en main, donc ils sont assez faciles à s'approprier si on veut introduire cette thématique-là dans les enseignements. Notamment la Fondation Bardot a travaillé étroitement avec Nathan et on a regardé de près un peu ses programmes et ils suivent exactement les points du programme, sauf qu'ils amènent des aspects qui sont souvent négligés dans les programmes officiels, mais ça reste quand même dans les grandes thématiques qui traversent l'enseignement. Et les outils de Gaia Kids, alors j'ai amené également quelques plaquettes pour les gens intéressés qui m'ont été adressées par l'association Gaia. Donc il y a un petit dépliant un peu synthétique et il y a une brochure beaucoup plus détaillée sur comment fonctionne l'association et les grands thèmes qu'elle traite. Donc vous pourrez vous servir librement à la sortie. Très bien, merci. Il nous reste à vous remercier tous les deux pour vos interventions. C'est les animaux qu'il faut applaudir. Hein, oui, oui, tout à fait. C'est vrai.